Merci beaucoup. Vous avez déjà tout dit pour nous présenter, me présenter. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence consacrée à cette question de rendez-vous dans 50 ans pour le monde et pour la France en général, avec les trois intervenants que Cathy Herbert vient de présenter. Un petit mot, effectivement, la séquence se veut interactive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de micros qui circuleront dans la salle, mais vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher tout de suite à l'écran, sur lequel vous pouvez vous connecter. Voilà, le 07 57 90 06 94, qui vous permet d'accéder à une interface qui vous permettra de poser vos questions, mais aussi de réagir, puisqu'on a prévu des petites questions, des petits nuages de mots pour vous sonder aussi, voir comment vous vous positionnez dans cet horizon aujourd'hui et à l'horizon 50 ans. Parce que non, Cathy Herbert, on sera tous là évidemment dans 50 ans, je l'espère bien en tout cas. Et on va vous faire monter déjà sur scène François de Jouvenel, Gérard Mermet et Emmanuel Cos, comme ça, pendant que vous vous installez, la slide va arriver. On va dire que c'est comme pour l'apéritif, quand on ouvre la bouteille, les gens arrivent. Voilà, on va vous installer sur scène pour qu'on puisse commencer sans plus tarder. Et puis, si ça ne s'affiche pas, on fera le test dans quelques minutes. On aura l'occasion, dans tous les cas, de pouvoir vous sonder. Et dans tous les cas, le SMS par question, ça, on l'a déjà testé. On va laisser François de Jouvenel sur cette scène. Mettez-vous au milieu, Gérard Mermet à côté de moi. Voilà. Ah, voilà, la slide arrive. Voilà, c'est vraiment une petite question test. En un mot, comment vous sentez-vous en ce jour d'anniversaire ? Forcément bien, c'est toujours bien les jours d'anniversaire, j'imagine. Hein ? Ah, vous pourrez participer après. On vous laisse quelques minutes pour répondre. Ah. Ah bah c'est plutôt sympa, hein. Joyeuse, super, heureuse. Alors test, merci. Bien, impatient. Alors, je ne sais pas si c'est impatient d'aller au cocktail ou de vous entendre. Merveilleux, euphorique. Bon, en tout cas, voilà, le système fonctionne, vous le voyez. On aura quelques moments de l'après-midi comme ça, des petites interactions. Et maintenant, on a bien la confirmation que tout fonctionne. Je ne vous demanderai pas ce que vous avez répondu l'un et l'autre, doublement rassuré. Ouais. Donc cette idée de cette table ronde, c'est effectivement de se projeter à l'horizon de 50 ans, un horizon qui peut sembler lointain, et en même temps 50 ans, ça passe vite. Je suis sûre que les créateurs de l'AFPOLS n'auraient pas forcément imaginé tout ce qui se passait. On est sur des temps longs en plus dans le secteur du logement social. On va faire un petit tour d'abord sur une rétroprospective, puisque les 50 ans qui viennent de s'écouler, alors évidemment on ne va pas tout décliner et tout dérouler, mais peut-être regarder déjà comment, enfin s'interroger sur comment il y a 50 ans on imaginait la France, le monde en 2022, comment on se projetait, les écarts qu'il peut y avoir entre la façon dont on imaginait le monde et ce qu'il est aujourd'hui, et les enseignements qu'on peut en tirer. Je rappelle juste quelques dates ou grands événements qui ont pu se passer en 1972. En janvier, c'est le traité de Bruxelles qui prévoit l'élargissement de ce qui s'appelle encore la CEE au Royaume-Uni. Peut faire sourire aujourd'hui, l'Irlande et le Danemark. En juin, c'est le scandale du Watergate qui a fait les gros titres. Alors, on est loin du logement social, mais quand même, ça avait fait les gros titres. C'est la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Aujourd'hui, les COP, c'est un événement que tout le monde connaît annuel, mais voilà, c'était la première fois que c'était organisé et dont la résolution finale reflétait, ce qui finalement fait un peu écho à ce qui se passe aujourd'hui, le clivage entre pays riches et pays pauvres. On n'est finalement peut-être pas sorti de cette situation. En France, on était encore dans l'après-mai 68 et avant le premier choc pétrolier, donc on était dans une période un petit peu particulière avec une reprise de la croissance dans un contexte inflationniste. Ça peut peut-être faire écho aussi à ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, c'était la société du progrès avec peut-être tout ce qu'on nous présentait, le développement du TGV. Là encore, ça fait écho aussi avec peut-être des choix technologiques sur lesquels on revient aujourd'hui, en tout cas qui sont réinterrogés. Donc voilà, un peu pour poser quelques grandes dates que vous aviez peut-être déjà en tête. François de Jouvenel, on va commencer avec vous. Vous êtes prospectiviste et vous dirigez le Centre de réflexion et d'études Futurible International. 1972, c'est aussi l'année de publication du rapport du Club de Rome, dit aussi le rapport Meadows, qui a été réalisé par une équipe de scientifiques du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et qui pose la question des limites planétaires. C'est la première fois qu'un rapport aborde cette question. Qu'est-ce que ça a apporté ?
Oui, merci beaucoup pour cette question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation à venir aujourd'hui pour cet anniversaire des 50 ans. Voilà, ça me fait très plaisir. Et puis, je trouve ça remarquable aussi de faire à chaque fois le pont entre le passé et l'avenir. Je suis historien de formation, donc ça me parle tout à fait. Et effectivement, je pense que pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut se projeter à l'horizon des 50 prochaines années, regarder un peu comment était le monde il y a 50 ans, ça nous permet d'imaginer un certain nombre de ruptures sur ce qu'il pourrait devenir dans 50 ans. Parce que finalement, l'histoire est pleine de surprises. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aussi se replonger là-dedans. Alors, sur le rapport Meadows, alors par rapport au nuage de mots, vous disiez que vous vous sentiez bien, etc. Le rapport Meadows, ça nous ramène plutôt à des choses un peu moins gaies, hein, tout de suite. Mais bon. Le rapport Meadows, c'est effectivement un rapport qui avait été commandé par le Club de Rome au MIT pour essayer de faire, en fait, de modéliser la question de l'accessibilité, de la disponibilité des ressources. Et en fait, ce rapport a été un des premiers rapports, un des rapports extrêmement marquants qui a lancé en fait le mouvement écologiste, en gros, ou qui en tout cas lui a donné ses premiers élans publics. Et ce rapport avait arrivé à une conclusion assez simple, c'était de dire si on continue à avoir une croissance de la population mondiale aussi forte que celle qu'on a connue dans les dernières années, et si on continue à avoir une croissance économique par tête qui est aussi importante que celle qu'on a connue dans les dernières années, eh bien nous allons atteindre les limites physiques de notre planète. Voilà, c'était tout simple. Comme constat, mais c'était un constat qui était porté par des experts de haut niveau et qui était appuyé sur un des premiers modèles en fait, de ce type, qui permettait de modéliser de manière systémique, donc en prenant un certain nombre de grandes variables, notamment le capital, la population, l'activité économique, etc., et de projeter un petit peu la situation future sur des temps longs. Et alors, bon, ce rapport, il aboutissait pas à une prédiction, qui serait une catastrophe intégrale. Il proposait 12 scénarios, ça permettait de donner finalement de quoi manger, si je puis dire, à tout le monde. Mais dans ces 12 scénarios, il y avait notamment 2 scénarios qui étaient des scénarios dits tendanciels, c'est-à-dire dans lesquels il n'y avait pas nécessairement de grandes ruptures, notamment le premier, qui poursuivait les tendances actuelles. Et ces scénarios-là, c'est eux qui ont fait le plus de bruit parce qu'ils prévoyaient notamment un effondrement. C'était aussi le début des théories et du discours sur l'effondrement qui sont revenus dans le discours beaucoup plus récemment, maintenant depuis une dizaine d'années, je dirais. Mais en tout cas, le rapport Meadows prévoyait, si jamais on continuait sur ces tendances-là, un effondrement de la population et de l'activité économique. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'il prévoyait cet effondrement dans les années 2020. Voilà, donc on y serait en quelque sorte. Alors évidemment, il y a plein d'aspects qui n'étaient pas, il y a eu des critiques sur ce rapport, il y a eu un certain nombre d'aspects qui n'étaient pas pris en compte, mais ce qui était tout à fait intéressant, c'était de pointer du doigt ces limites planétaires, et depuis c'est un rapport dont les scénarios ont été régulièrement mis à jour, c'est régulièrement suivi. Il y a une équipe d'économistes, par exemple, autour de Gaël Giraud, qui met à jour souvent ces travaux-là, qui les perfectionne aussi, parce qu'évidemment, le rapport Meadows n'était pas parfait non plus. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de poursuivre un petit peu ces réflexions. Mais c'était vraiment le premier rapport qui mettait sur le devant de la scène cette question des limites planétaires. Et donc, ça a annoncé, en fait, la première réunion des Nations Unies sur l'environnement que vous avez mentionné, qui se tenait 1 mois ou 2 mois après, en juin à Stockholm, et qui était vraiment la première conférence qui a notamment permis la création du programme national du programme des Nations Unies sur l'environnement, et qui a permis de populariser ces thématiques environnementales. Mais vous l'avez dit, le rapport il a été diversement apprécié à sa publication. C'était des scientifiques qui aujourd'hui alertent régulièrement sur la situation. La finitude des ressources qui a pu faire débat à une époque où on était plutôt dans une conception plutôt de l'opulence, de la croissance et du développement. Aujourd'hui, on voit bien que ce discours-là, il est parfaitement intégré, en tout cas, il est parfaitement porté politiquement, et que les questions de sobriété aujourd'hui, on le voit ces derniers mois, sont de plus en plus portées à tous les niveaux. Alors, elles sont de plus en plus portées. Ensuite, il faut faire attention à pas... Enfin, elles sont de plus en plus portées, mais ce n'est pas un discours qui est complètement universel non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire on vit dans un monde fini, les ressources sont limitées, oui, peut-être que dans notre milieu à nous, ça nous apparaît comme étant un mantra régulièrement abordé, mais enfin, ce n'est pas du tout une thèse complètement, je dirais, intégrée dans l'ensemble des discours des acteurs à la fois économiques et politiques sur l'ensemble de la planète. On en est loin d'être là. Et notamment, il y a toujours une grande question qui est celle de dire, est-ce que le progrès technique, on y reviendra, je pense tout à l'heure, mais est-ce que le progrès technique, et donc les avancées aussi scientifiques qui permettent ces progrès techniques, peuvent nous aider à repousser finalement les limites au-delà
de ce que l'on est en capacité de modéliser au regard de nos connaissances actuelles sur cet équilibre, en gros, entre population et ressources, parce que c'est ça le grand équilibre. Et donc un certain nombre de détracteurs du rapport Meadows, notamment à l'origine, disaient par exemple, une des critiques fortes vis-à-vis de ce rapport, c'était de dire qu'ils n'intégraient pas d'hypothèse sur le prix des ressources. Il n'y avait pas d'hypothèse économique en fait dans ce rapport Meadows, enfin pas d'hypothèse économique, pas d'hypothèse sur les prix. Et donc un certain nombre de critiques disaient mais à partir du moment où vous ne modélisez pas les prix, et bien finalement, vous ne mentionnez pas l'incitation que serait l'augmentation progressive du prix des ressources pour innover, pour inventer d'autres choses, etc. Et donc, finalement, vous retirez, vous empêchez véritablement d'identifier en quoi les innovations peuvent nous permettre de repousser ces ressources. Et dans une certaine mesure, ces critiques ont aussi eu un peu raison, puisque par exemple, sur les questions d'agriculture et d'alimentation, on a été en capacité d'augmenter la production plus que ce qui avait été envisagé en fait dans les scénarios de base du rapport Meadows. Merci. Gérard Mermet, François Jouvenel disait que le rapport Meadows était un rapport qui finalement dressait pas forcément des lignes un peu optimistes. En France, on a eu aussi un rapport qui a été publié par la DATAR à l'été 71 cette fois, qui tentait aussi un exercice de prospective avec un intitulé qui n'était pas non plus très joyeux, puisque c'était une image de la France de l'an 2000 avec comme sous-titre le scénario de l'inacceptable. J'ai l'impression qu'on était quand même dans une logique où l'avenir nous apparaissait plutôt sombre. Oui, alors bonjour à tous d'abord et à toutes. Ce rapport a été quand même un peu moins diffusé que celui du Club de Rome. Il a fait un peu moins de bruit sur le plan international, mais il en a fait un petit peu sur le plan national. Alors que disait ce rapport? Il essayait donc de faire un peu de prospective en utilisant, comme le disait François, des scénarios tendanciels, c'est-à-dire en fait une projection de choses qu'on pouvait voir en 1970, sachant qu'on était dans une époque de basculement, mais on ne le savait pas vraiment à cette époque. J'ajouterais d'ailleurs à ce que vous disiez sur l'année 1972, qui a eu, c'était au fond le début de la fin de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, postérieurement. 72, c'était 2 ans avant 74, premier choc pétrolier. C'était le début aussi d'une période très inflationniste. Ça nous rappelle quelque chose quand on regarde où on en est aujourd'hui. Je crois de mémoire 6,3% d'inflation en 72, 9,7 en 73, 13,7 en 74. Et ça a continué pendant pratiquement une décennie. Donc on était dans une période de retournement, on ne le savait pas forcément. La DATAR, alors quand on revoit son rapport, ce que j'ai fait à cette occasion, on est un peu embarrassé parce que je crois qu'aujourd'hui, heureusement, on n'écrit plus tout à fait encore que les rapports de cette façon-là. Mais c'est très flou, il faut arriver à la page 30 quasiment pour avoir le premier début d'un commencement d'explication ou d'analyse. Il y a de multiples précautions qui sont prises, précautions oratoires, enfin écrites en l'occurrence, pour dire que la prospective, c'est parler de l'avenir, et l'avenir, on ne sait pas ce que c'est, et puis qu'on pourrait se tromper, et puis qu'on pourrait avoir des scénarios extrêmement différents, qu'il pourrait y avoir des catastrophes entre-temps, ou des bonnes nouvelles, mais vous savez qu'en France, on est plutôt à l'écoute des mauvaises nouvelles que des bonnes. Donc, le scénario de la DATAR, donc direction de l'aménagement du territoire, avait pour but de savoir comment serait la France, comment serait le territoire français, sa géographie, occupée par différentes fonctions constitutives de la société. Et c'est pourquoi ils sont partis initialement du fait que la France était constituée de 4 sociétés. Alors le terme, je le mets entre guillemets parce que ça pourrait être tout à fait discutable, et ça aurait dû d'ailleurs être discuté. Il y avait la société industrielle, la société urbaine, la société agricole et la société rurale. On pourrait imaginer que ces 4 sociétés sont indépendantes les unes des autres. Ce n'est pas vrai du tout. On peut être rural et en partie urbain, et en tous les cas agricole. On peut être industriel et rural. Enfin bon, toutes les combinaisons sont possibles. Donc le présupposé était déjà un petit peu discutable. Et le résultat, lui, était alors peut-être moins discutable par rapport aux hypothèses qui ont été prises, c'est-à-dire les hypothèses, c'était qu'on allait continuer grosso modo comme avant. Alors c'est plus facile de faire des projections que d'introduire des inflexions ou des ruptures, comme on va essayer de le faire pour l'année 2072.
Résultat principal, c'est qu'on arrivait à une France très mal répartie, très déséquilibrée sur le plan géographique, territorial, puisque un quart de la population, un quart du territoire, pardon, devait recevoir les 2 tiers de la population. Donc déséquilibre démographique, bien sûr, géographique et surtout économique et éventuellement social. J'ajouterais d'ailleurs à ce que vous disiez à propos de 72, qu'il y avait 2 événements qui me paraissent importants. Il y a eu, et qui montraient ce basculement justement sur le plan sociétal, il y a eu les manifestations au Larzac des agriculteurs qui a priori protestaient contre l'installation d'un terrain militaire, mais ça allait en réalité beaucoup plus que cela, beaucoup plus loin que ça. C'était un peu dans la mouvance de mai 68. Et puis il y a eu le procès de Bobigny, qui était aussi le début de la, on ne va pas dire de la conquête féminine, ça a pris un petit peu de temps, mais enfin c'était quelque chose de très fort qui s'est produit et qui avait tendance à rééquilibrer un peu la parité et aller un tout petit peu vers un peu plus de présence des femmes dans la société. Donc ce rapport, cette conclusion principale, il y en a eu d'autres. Après, on allait région par région. On voyait évidemment que la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes concentraient une population plus importante que d'autres régions en France, notamment à l'époque sur le littoral ouest de la France et même sur le sud, du côté Occitanie, etc. Ça a fait peur, parce que c'est pour ça, d'ailleurs ça explique le sous-titre, un scénario inacceptable. Il était inacceptable parce que trop déséquilibré. Donc il y avait quelques recommandations à la fin du rapport disant voilà ce qu'on pourrait faire sur chacune des sociétés, des 4 sociétés, rurales, agricoles, industrielles et urbaines, pour améliorer la situation. Bon, moi ce que je garde comme conclusion simple, 50 ans après, c'est que finalement c'est un rapport qui a été alarmiste mais qui n'a pas servi énormément. Enfin, je ne sais pas quel est le point de vue d'Emmanuel Cos sur le sujet, mais parce que très difficile à lire pour des gens qui n'étaient pas vraiment concernés, peut-être qu'ils n'avaient pas aussi la formation pour le lire vraiment, et puis parce que le processus de décision politique ne permettait pas de répondre avec suffisamment de précision à ces questions. Donc, rapport oublié qui doit être recouvert de poussière dans les placards du ministère des ministères concernés. Autre travail de cette année-là sur lequel vous aviez envie de revenir, c'est l'ouvrage du sociologue et futurologue Alvin Toffler, Le choc du futur, qui lui fait peut-être un peu plus écho à la situation qu'on vit aujourd'hui, puisqu'il interroge les effets des bouleversements, notamment technologiques. Et on sait que depuis les années 70, il y a eu une accélération de l'apport de la technologie, ou en tout cas de l'utilisation dans les usages du quotidien. Et il décrit une société de l'information et de la surconsommation, qui c'est peut-être là aussi où on peut trouver des échos avec la situation réelle aujourd'hui. Oui, alors pour le coup, ce rapport a eu un écho considérable. Je ne sais pas combien d'exemplaires a été tiré le rapport de la Datar, quelques dizaines ou centaines au maximum. Je crois que le tirage du livre de Toffler, c'est 15 millions, traduit dans de multiples langues et avec une très grande force dans ses conclusions et puis aussi dans sa méthode. En fait, Toffler est parti de quelque chose de très, très actuel encore aujourd'hui, hein, mais qui était intéressant et un peu nouveau à l'époque. C'était le constat qu'il y avait une accélération du changement qui était fantastique et dont on n'avait pas vraiment pris conscience. Hein, il donnait beaucoup d'exemples en disant par exemple qu'on était grosso modo à peu près à la 800e génération et que les 799 précédentes n'avaient pas du tout vécu comme la 800e, quoi. Donc tout s'était passé dans les toutes dernières générations, alors qu'avant il en fallait un certain nombre, un grand nombre, pour que des changements soient notables. Et que face à cette accélération du changement technologique évidemment, il y avait une grande difficulté d'adaptation, en tous les cas une vitesse d'adaptation qui était plus tardive et que donc les populations étaient généralement dépassées par la vitesse du changement. Et son étude était à la fois sociologique, sociétale, elle était bien sûr
très technologique, mais était aussi psychologique, parce que c'est dans la psychologie qu'il faut chercher les raisons de ce décalage, de ce retard entre le changement et la capacité que nous avons de nous y adapter. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qui a marqué les années 70 et qui est encore d'actualité. Toffler a été un des premiers, par exemple, à parler de la société du prêt à jeter, c'est-à-dire qu'on consommait et puis les générations de nouveaux produits étaient tellement rapides que finalement on jetait pour pouvoir accéder à la suivante. La consommation évidemment jouait un rôle considérable à ce moment-là, on en reparlera pour 2072 parce que c'est un des moteurs les plus forts de l'économie et de la société. Il a vu aussi le nomadisme qui se développait à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Il a mis en évidence beaucoup de choses qui sont encore très présentes aujourd'hui et qui le seront encore probablement dans les 50 prochaines années. Merci. Emmanuel Cos, vous présidez l'USH. Là, on est sur un panorama un peu global de ce qu'on pouvait avoir comme travaux scientifiques ou de prospectivistes sur comment on voyait le monde il y a 50 ans. En 50 ans, le secteur de l'habitat et notamment du logement social a aussi considérablement évolué, a dû faire face à des évolutions sociétales, technologiques. Comment déjà vous recevez les deux présentations qui viennent d'être faites et comment vous analysez les grandes tendances qui ont pu venir modifier les façons de travailler des opérateurs de logement social en tout ça en 4 minutes. Je plaisante. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je vais répondre à une autre. C'est habituel, hein, c'est un petit jeu. En plus, on n'arrête pas de se croiser c'est ça. toutes les semaines. Non, mais c'est très intéressant cet exercice, et y compris, moi j'apprécie beaucoup d'être confrontée justement à des gens qui ne sont pas du secteur du logement, parce que vous nous aidez, messieurs, aussi à penser autrement, et c'est extrêmement utile. Et ça a été dit à l'instant par Gérard Lemay, mais il faut quand même se rappeler c'est quoi 72, enfin c'est quoi la France de 72, hein. Le droit à l'avortement n'existe pas encore, on est sur des formes familiales un peu différentes, on est aussi quand même sur une histoire des immigrations qui est très différente avant le choc pétrolier. Et donc, de fait, le logement social a aussi une autre histoire. Il est extrêmement rattaché, en fait, au développement économique et au bassin industriel de l'époque. Alors, je n'ai plus en tête le chiffre en 72 du logement social, mais on va dire qu'on était au moins 1,5 million, certainement un peu plus, mais j'en sais rien. En fait, j'ai oublié d'aller chercher le chiffre, alors qu'on a tous ces chiffres, évidemment. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, ce patrimoine HLM, il a suivi les bassins industriels depuis dans deux phases, hein, la phase de l'entre-deux-guerres et puis bien sûr ensuite la phase des années 50, donc avec une surreprésentation du secteur HLM dans ces territoires, Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Rhône-Alpes, enfin Rhône. C'est aussi et je pense qu'on parlait, c'est aussi une période où les territoires sont très ségrégés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Mais quand même, voilà. C'est aussi en 60, si on se met en 72, donc on est après les grands chantiers des années 60, où d'une part on artificialisait comme on voulait quand même. Hein, l'histoire des villes nouvelles qui est extrêmement intéressante, notamment en Île-de-France, c'est quand même, on a quand même artificialisé des secteurs entiers. Alors il y avait une logique. Mais il faut se rappeler aussi de ce qu'on a fait à l'époque et puis aussi de la croyance dans la ville qui était quelque chose y compris porté par les pouvoirs publics. Mais à côté de ça, une ségrégation très forte et y compris une vision très utilitariste du logement et notamment du logement social. Par exemple, moi, l'entreprise que je préside, elle est aujourd'hui propriétaire d'un foyer de travailleurs migrants à Florange. Bon, il a 1000 places, hein. Il n'y a plus 1000 travailleurs migrants dedans. Mais c'était un foyer qui a été construit à l'époque à Florange. Il y a juste une rue pour relier le foyer à l'entreprise, uniquement pour les travailleurs migrants qui ne rentrent pas par la même porte que les autres travailleurs. Et si je dis ça, c'est que c'est l'histoire du logement social de cette époque-là, mais c'est aussi d'autres histoires. Hein. C'est les habitations à bon marché, c'est la salubrité dans le logement qui est un combat énorme porté par le logement social. Et on est quand même les premiers à l'avoir amené dans le logement et donc dans la qualité du logement. Et par ailleurs, et c'est quand même important de le dire, c'est qu'on a aussi, dans les années 60 et donc en début 70, énormément construit parce qu'on a mis fin à des tas de bidonvilles. Hein, les derniers en date, les bidonvilles de Nanterre.
Donc ça me semble important de raconter ça parce que de fait, en 72, le logement social, il est en même temps porteur d'un progrès social immense et de qualité de vie et de loyers très modérés, donc avec un vrai gain pour le locataire qui habite, et en même temps d'une image de quartier parfois délaissé, ségrégé, et on n'est pas encore dans une difficulté du financement du logement social, puisque jusqu'en 77, nous allons être très bien financés pour faire nos opérations. Alors après, la mutation dans les 50 ans, elle est évidemment multiple sur tous les sujets. Ce qui est quand même intéressant, y compris dans le fait que la FPOLS a 50 ans, c'est que quand même, il y a 50 ans, le secteur HLM avait déjà misé sur le fait qu'il fallait former les professionnels du secteur HLM. Et que donc, j'imagine, que les personnes qui ont fait ces choix-là à cette époque-là étaient certaines que dans le secteur HLM, on avait une manière de travailler, on avait des valeurs, on avait des ambitions, on défendait l'intérêt général et que c'est des choses qu'il fallait se transmettre. Les choses ont évidemment totalement changé. Tout a changé sur le métier, sur notre poids, sur le soutien que l'on peut avoir ou pas des pouvoirs publics en fonction des périodes. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la cherté du logement. Et donc notre rôle en tant que bailleur social a aussi changé parce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, aujourd'hui nous sommes un des seuls secteurs à produire du logement abordable par rapport à un niveau de salaire. Ce n'était pas le cas dans les années 70. Y compris l'accession à la propriété était encore possible pour des classes ouvrières. Enfin, on était un des segments du logement abordable et de qualité, mais on n'était pas le seul. C'est fini. Donc il y a ça, il y a le poids du patrimoine dans la richesse aujourd'hui des Français qui n'a rien à voir avec il y a 50 ans. Et donc c'est ça, je pense surtout, qui change beaucoup notre rôle, c'est qu'aujourd'hui on nous demande beaucoup, et je trouve ça tout à fait normal par ailleurs, mais en fait on peut pas, le secteur du logement social ne peut pas porter à lui tout seul le combat du logement abordable et du logement bon marché, pour revenir sur un terme qu'on a longtemps utilisé. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si c'est ça, Emmanuel, que vous vouliez entendre. Je pose la question, après vous faites la réponse que vous voulez, mais comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Non, très bien. On a regardé un petit peu dans le rétro, l'idée c'est aussi de se projeter sur les 50 ans qui viennent, alors avec toutes les difficultés que ça peut porter. Vous n'avez pas encore posé de questions, mais nous on va vous en poser une. Je veux le dire parce que François Jounel vient de dire quelque chose de très utile. Parce que vous avez expliqué que la perception démographique en 72 pour 2020, en gros, c'était plutôt qu'on allait décroître. Ça fait 2 semaines que je fais des débats nationaux, y compris avec la responsable, la chef économiste du Trésor, mais aussi l'ADEME hier, qui nous explique, avec des prospectives extrêmement intéressantes, qu'il n'y aura plus de problème de logement en 2050, puisqu'en fait, on a un petit pic démographique et qu'à partir de 2050, ça décroît. Et que donc, il n'y a plus vraiment besoin de construire du logement. Ce qui m'a fait hier un peu fâcher, parce que j'ai dit que de dire à des demandeurs de logement social que ça ira mieux dans 28 ans, ça va être un peu difficile. Mais ce que vous venez de dire, en fait, m'est très utile. Parce que et je trouve très intéressant la prospective, mais on voit aussi comment l'outil de prospective, il est utilisé à un instant T pour construire des politiques actuelles. Et je vous remercie de votre remarque tout à l'heure, parce qu'elle va m'aider dans le cadre du CNR sur le logement, parce que c'est un enjeu, mais primordial en fait actuellement. Et on nous bassine beaucoup de la prospective à 2050 pour nous expliquer que tout va bien aujourd'hui. Donc je voulais juste... On aura l'occasion, je pense, de réaborder la question de la démographie, d'autant qu'il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a une semaine, à horizon justement 2070, donc on aura l'occasion d'en reparler en deuxième partie. Et donc, pour entamer cet essai de prospective à 50 ans, on vous pose une question. Comme tout à l'heure, on répond par le SMS, le numéro va de nouveau s'afficher. Une question un peu large, vous allez me dire, Emmanuel, c'est difficile de répondre à cette question, mais s'agissant de l'avenir à horizon des 50 prochaines années, alors bon, on ne discutera pas de où on sera tous dans 50 ans, mais comment est-ce que vous vous sentez au regard de la situation globale, optimiste, pessimiste, ni optimiste, ni pessimiste, engagé? Oh là là, je ne sais pas moi. Non, c'est un graphique, donc je pense que vous pouvez répondre par le chiffre. Il n'y a pas de nuage de mots sur celui-là, donc...
Les 2 prospectivistes ne répondent pas, ils ne veulent pas participer. C'est bien comme ça, je vous ferai commenter. Puisque vous ne votez pas, je vous ferai commenter, vous. Voilà. Emmanuelle, elle y échappe. C'est pour ça qu'elle vote. Hein. J'ai pas encore de téléphone portable, moi. Ah bon? Eh bien, ils ne répondent pas, ne se prononcent pas. Non. Non, mais dans le secteur HLM, on est toujours engagé. Pas une question. Moi, j'ai rien qui s'affiche. Un enfant a interdiction de trafiquer les chiffres. Hein. Ça va s'afficher. Non, mais c'est bien, ça fait des petites pauses, ça rythme. Ça demande réflexion, effectivement, comme question. Ça permet aux retardataires éventuels, de ceux qui réfléchissaient, de pouvoir voter. Ouais. Oui, alors là, on n'a pas fait une étude sociologique. Alors Franck, il a tout effacé. On peut faire comme tout à l'heure, sinon je continue, puis ça s'affichera. Hein? On fait ça? C'est les résultats qui vous inquiètent comme ça? Ah, vous voyez, je vous disais, le engagé. Ah, on peut le... Donc la part d'optimiste est quand même réduite, si on regarde, 18,4%, pessimiste 25%, mais surtout, on a des personnes qui sont engagées. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, Monsieur Mermet, à l'image du secteur HLM et du discours porté par le secteur HLM. Alors on va regarder tout de suite sur quoi peut être reposé cet engagement. Pour faire cet exercice de prospective, déjà, vous aviez souhaité peut-être faire un petit mot. Alors on a déjà abordé le fait que c'était un exercice compliqué. Juste, je n'ai pas résisté en faisant des recherches pour cette séquence à reprendre la conclusion d'un article du Monde justement sur le rapport de la DATAR dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'il avait été quand même sujet à critique et que la méthodologie pouvait porter à regard. Donc François Gros-Richard, le journaliste, écrivait « Est-ce la véritable mission de la DATAR de faire de la science-fiction ? La France n'est pas riche en experts de talent dans le domaine de l'aménagement du territoire. Avant de jongler avec un futur lointain, ne serait-il pas plus urgent de veiller à prévoir tous les changements du présent et à prévenir tous les déchirements qu'ils provoquent ?» Alors moi, quand je lis ça, et puis aussi parce que j'ai préparé cette séquence avec vous, je me dis quand même que sa conclusion, c'est justement une définition de ce qu'est la prospective quand même, François de Jouvenel. Oui, alors cet article, c'est un article très critique hein, qui était paru dans Le Monde à l'issue du scénario de l'inacceptable que présentait tout à l'heure Gérard. Alors d'abord, le scénario de l'inacceptable, comme le disait Gérard, c'était assez mauvais comme travail de prospective, hein, il faut le dire. Effectivement, moi je l'ai relu aussi il n'y a pas très longtemps et on n'arrive pas à comprendre où ils veulent aller, la méthode n'est pas claire, etc. Donc ils vous disent des choses sur le futur, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'elles ont été construites, quelle fiabilité on peut leur donner, etc. D'où l'intérêt de poser la méthode. Bon. Donc il n'a pas tort, votre journaliste, de dire, bon finalement la prospective c'est un peu de la fumisterie, si jamais on associe la prospective à ce qui a été fait dans ce scénario de l'inacceptable. En réalité, ça n'est pas de la fumisterie, puisque c'est mon métier, donc je vais en faire un peu la promotion. Mais l'idée de la prospective, c'est quoi? C'est de se dire, bon, il faut faire attention, on est quand même très souvent englué dans le présent. Voilà. Et donc quand on prend des décisions qui engagent l'avenir sur du temps long, donc vous êtes des spécialistes de cela en quelque sorte, hein, donc je ne vais pas vous l'apprendre, ben on ne peut pas uniquement prendre ces décisions en prenant en compte uniquement la conjoncture dans laquelle on est plongé. Et donc la prospective, c'est tout simplement faire l'effort d'aller porter un regard plus lointain, non pas pour éclairer ce que sera vraiment l'avenir en 2070, personne n'est en capacité de le dire avec précision, mais pour éclairer les décisions qu'on prend aujourd'hui. Et c'est là où vraiment, pour moi, la prospective, elle doit être située, elle doit être appliquée. C'est une réflexion sur l'avenir pour aider à prendre des décisions aujourd'hui. Si ça ne sert pas à prendre des décisions aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc autant ne pas en faire. Donc voilà. Ensuite, ensuite, la question qui vient après, c'est tout simple. C'est de quel type de réflexion sur l'avenir a-t-on besoin pour prendre les décisions que j'ai à prendre demain matin sur la construction, mes investissements, ma politique du logement, etc.
Et donc là, effectivement, on a besoin, selon les questions qu'on se pose, d'éclairage à plus ou moins long terme, sur des champs plus ou moins larges, etc. Et donc il faut bien définir quels sont les besoins avant de se lancer dans un travail de prospective, parce que sinon, on se noie complètement et on aura complètement raté notre objectif final. Alors ensuite, sur la façon d'aborder le futur, parce qu'on peut se dire, bah oui, ça serait bien d'avoir des éclairages sur le futur pour éclairer nos questions d'aujourd'hui, mais encore faut-il savoir s'il est possible de dire quelque chose sur le futur d'un peu près sensé. Voilà, parce que si jamais on ne peut rien dire de sensé, bon, bah, oui, ça serait bien d'avoir des éclairages, mais on ne peut pas. Voilà. Alors, là-dessus, aujourd'hui, on a un peu deux courants. Il y a des gens qui vous disent, ben oui, on sait ce que sera l'avenir, je caricature un peu quand même. Donc c'est typiquement ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui vont vous dire, ben oui, on a des projections de l'INSEE sur la population française. Il faut faire attention, elle change tous les 5 ans quand même. Et elle change de plusieurs millions de personnes tous les 5 ans, donc c'est un peu un souci. Mais donc, il y a des projections, et donc, ben voilà, les projections nous disent qu'en 2050, il y aura moins de monde qu'aujourd'hui, donc pas la peine de construire de logements. Ça a une logique. Voilà. Bon. Et puis à côté de ça, vous avez un certain nombre de personnes ou de courants qui peuvent vous dire, ben en fait, on ne peut rien dire de l'avenir parce que l'imprévisible est partout. Regardez la guerre en Ukraine, on ne l'avait pas prévu. Et puis d'ailleurs, avant ça, le Covid, et puis avant ça, la crise de 2008, et puis le mur de Berlin, et puis. Et donc, en fait, on ne peut rien dire car ces phénomènes, ces événements imprévisibles sont finalement les événements les plus marquants, les plus importants, qui structurent véritablement l'histoire. Et en fait, vous autres prospectivistes, avec vos modèles, vos réflexions, etc., vous ne pouvez rien en dire. Bon, ben, ils n'ont pas tort non plus. Voilà. Alors, nous, on est un peu au milieu du gué, à Futurible, un peu comme vous, Gérard, je pense, on dit, en fait, il y a un peu des deux, quoi. C'est un peu l'eau tiède. Pardon, c'est moins médiatique, mais c'est quand même aussi plus réaliste. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes sur lesquels on peut dire des choses avec une relative probabilité de ne pas trop se tromper. Voilà. Et puis, il y a des domaines sur lesquels les incertitudes sont des incertitudes radicales et sur lesquelles on ne peut pas dire grand-chose. Et donc, tout le travail de la prospective, c'est sur les sujets sur lesquels on peut dire quelque chose, de le dire effectivement. Je sais pas, la vétusté d'un logement ou d'un bâtiment, on est capable de dire, oui, là, dans 30 ans, oui, il va plus être totalement à la page, celui-là, il va falloir faire quelque chose. On est capable de le dire, on ne va pas s'empêcher de le dire. Alors certes, il peut y avoir une bombe atomique qui tombe dessus, effectivement, demain matin, et bon, les investissements que j'aurais faits pour le rénover auront été inutiles. Oui, mais la probabilité est quand même pas énorme, donc ça ne m'aide pas vraiment à prendre ma décision que d'avoir cette hypothèse de rupture extrêmement forte. Donc, pour le dire simplement, les choses sur lesquelles on peut dire quelque chose sur l'avenir, on va essayer effectivement de les décrire pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir s'y préparer, notamment quand on n'a pas de capacité à influencer les événements. Typiquement, le changement climatique, voilà, les coups sont partis. Je peux vous dire des choses avec une relative certitude sur les 10, 20, 30, 50, 100 prochaines années. On ne va pas faire abstraction de ça, il faut le prendre en considération. Ça a des implications fortes. Voilà, si mon sol est argileux, je vais peut-être avoir un petit peu des problèmes. Bon, voilà. Donc il faut effectivement le prendre en considération. Le vieillissement démographique, idem, c'est des certitudes. Donc voilà, ensuite ça peut varier plus ou moins, et puis selon les régions ça peut varier, il y a plein d'incertitudes de ce point de vue-là. Mais par contre, dans les grandes masses, dans les grands équilibres, et y compris sur les systèmes, le système financier, d'équilibre de la protection sociale, etc., il y a des éléments, des choses que l'on peut dire. Donc il ne faut pas se priver de les dire. Puis à côté de ça, il y a des choses qui sont incertaines. C'est là-dessus que les prospectivistes font des scénarios. Ces scénarios, ils servent à se projeter dans différentes configurations possibles, qui essayent d'encadrer un peu les incertitudes, pour pouvoir se préparer à une diversité de situations possibles. Parce que ce n'est pas parce que je ne suis pas en capacité de dire avec certitude ce qui va se passer demain que je ne peux pas me préparer à des situations de crise. C'est ce qu'on a reproché à nos gouvernants, disons pour aller vite, sur la crise Covid. C'est de ne pas avoir assez anticipé cette crise sanitaire. En fait, elle avait été largement anticipée par plein de rapports, mais en tout cas de ne pas avoir pris assez en considération ces risques-là et de ne pas avoir préparé à l'avance un certain nombre de réponses qui auraient permis effectivement de l'aborder peut-être de manière un tout petit peu plus sereine. Voilà. Et donc cet effort de prospective, c'est un effort pour essayer de se préparer à des futurs qui vont arriver. Et puis aussi, évidemment, son principal objectif, c'est d'aider les acteurs à préparer le futur. Donc c'est d'identifier aussi où sont les marges de manœuvre et donc où est-ce que je peux intervenir pour être, comme vous le disiez, engagé et donc participer à la construction du futur. Donc c'est un instrument d'aide à la décision et qui ne doit certainement pas effectivement conduire à des travers qui sont plutôt ceux de la prévision, où on considérait effectivement que le futur est déjà écrit et que donc cela vous dicte, que l'INSEE vous dicte ce qu'il faut faire en termes de logement social. Merci. Gérard Hermet, se préparer, c'est exactement le rôle de la prospective selon vous, avec cette idée que l'avenir, c'est à nous de l'écrire et c'est effectivement pas des scénarios qui doivent les prédéterminer.
Oui, totalement. Alors, j'adhère évidemment à ce que vient de dire François, et qui a montré à la fois les difficultés, mais aussi les utilités tout à fait fortes, et de plus en plus d'ailleurs de la prospective. Alors, pour moi, je dirais que la prospective, c'est pas une science, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modéliser vraiment les choses, parce que modéliser, ça veut dire introduire des hypothèses en amont de la machine, de la boîte noire, et après savoir ce qu'on met dans la boîte noire, ça c'est une autre question. Et puis à la fin, sortir des scénarios, ou scénarios, je crois qu'on a le droit de l'écrire de deux façons, et affecter chacun de ces scénarios d'une probabilité. À partir du moment où on met des probabilités, sur quoi est-ce qu'elles sont fondées? C'est très très compliqué. Donc c'est pas une science. Je dirais que c'est plutôt un art qui nécessite un peu d'expérience, un peu de bonne foi, d'objectivité autant que faire se peut, d'humilité en tous les cas, et qui consiste à d'abord identifier quelles sont les grandes tendances avec lesquelles on vit au moment où on parle ou au moment où on réfléchit, quels sont aussi les signaux faibles, parce que ces signaux faibles, ils peuvent se transformer en tendances lourdes ou disparaître dans le temps. Alors c'est au prospectiviste, compte tenu de ce qu'il sait du passé, mais aussi de ce qu'il ressent, parce qu'il y a une partie de ressenti, d'irrationnel presque dans la prospective, de dire quels sont ces signaux faibles qu'il va falloir surveiller particulièrement, parce qu'ils pourront prendre de l'importance dans l'avenir. Et puis il y a aussi, et ça c'est le plus difficile et le plus important aussi, on l'a vu très récemment, il y a ces ruptures, ce que certains appellent les signes noirs, des choses qui sont pas du tout impossibles, mais qui paraissent improbables au moment où on en parle. Alors la crise sanitaire, c'était pas improbable, c'était déjà prévu d'ailleurs par beaucoup de gens depuis longtemps. Le problème, c'est de le dater. S'il faut alimenter des stocks de masques, de respirateurs, etc., pendant des décennies à coût de milliards d'euros, c'est vrai qu'on peut faire des arbitrages un peu différents, sauf si on a en face de soi ou à côté de soi le prospectiviste qui a la boule de cristal. On peut dire la même chose sur les dépenses de défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que la France est un peu démunie, quoi. Donc, est-ce qu'il aurait fallu aussi créer beaucoup plus, financer beaucoup plus largement? Mais il y a beaucoup de gens qui auraient tapé à la porte des ministères en disant mais non, vous arbitrez pas en fonction de la défense. Il y a les dividendes de la paix. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre. Enfin, je pense avant février 2022. Donc, on va pouvoir investir dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, etc. Donc, ce sont des choses extrêmement compliquées pour les décideurs, mais les prospectivistes ont un rôle à jouer. Je pense que l'idée, c'est pas de faire surtout pas des projections, parce que là, on est sûr de se tromper, surtout dans l'époque à laquelle on vit, avec ces ruptures qui interviennent sans cesse. La crise financière était une rupture, la Covid aussi, la guerre en Ukraine, etc. Demain, l'annexion de Taïwan par la Chine ou de la Grèce par la Turquie. Enfin bon, tout ça, ça peut donner lieu à des scénarios innombrables. Mais on en a besoin. Et on en a besoin parce que l'idée, c'est pas de dire voilà à quoi on va arriver avec telles hypothèses en 2072, en l'occurrence, c'est de dire nous arrivons à tel ou tel scénario que nous allons privilégier pour telle ou telle raison. Alors, il ne faut pas se tromper non plus sur les raisons, sans donner des pourcentages. Mais si ce scénario ne vous convient pas, il faut vous en occuper tout de suite, parce qu'il va falloir un certain temps pour tordre la machine sociale, économique, démographique, pour qu'elle réponde à vos souhaits. Et donc l'idée, c'est pas de dire oh là là, on va effrayer les populations avec un scénario catastrophe, mais c'est de savoir que des scénarios catastrophes peuvent intervenir, notamment en matière environnementale, et qu'il faut s'y préparer. Alors s'y préparer, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a aussi une accélération du réchauffement et de beaucoup de problèmes environnementaux. Mais il y a une certaine utilité. Le GIEC est un organisme de prospective extrêmement important, essentiel même à notre époque. Alors, et heureusement, il fait l'objet d'un certain consensus scientifique, mais bon, il y a encore quelques rares scientifiques qui ne sont pas d'accord avec lui.
Il n'empêche que c'est très dur d'aller à la vitesse d'adaptation que Toffler recommandait et que nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre aujourd'hui à l'échelle non seulement nationale, mais surtout planétaire. Donc voilà ce que c'est que la prospective. Moi, je vis toujours, c'est même une espèce de mantra avec cette phrase toute simple de l'un des fondateurs avec votre grand-père, François, de la prospective, qui disait tout simplement « L'avenir n'est pas à découvrir, il est à inventer ». C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est tellement vrai. L'avenir nous appartient et donc il faut qu'on garde en tête en permanence cette idée que c'est nous, citoyens du monde, humains, qui allons créer l'avenir et que nous avons tous à nous engager pour que ça se passe le mieux possible ou le moins mal possible. Merci. Alors, Emmanuel Cos, comment, quand on est acteur, alors aujourd'hui vous êtes à la tête du LSH, mais vous avez aussi été ministre du Logement, donc en charge aussi de recevoir ces différents travaux et peut-être d'impulser des lignes politiques, comment on prend en compte des hypothèses, des scénarios, des signes positifs ou des signes noirs, comme on parlait, pour essayer d'appliquer ça au moment où on a besoin aussi de répondre à des besoins. Comment on allie ces différentes temporalités? Les bailleurs ont l'habitude de travailler sur un temps long, ne serait-ce parce que leur patrimoine ne sort pas de terre en un jour et qu'il est là pour plusieurs années, et en même temps ils ont besoin de répondre à des besoins immédiats, tout en préparant les besoins de demain. Comment on fait? C'est assez difficile d'y répondre, puis ça dépend en fait, en effet, de quelle fonction, d'où on parle en fait. Bon, côté HLM, déjà on a 100 ans, nos entreprises ont en moyenne 100 ans, donc, et c'est vrai que quand on construit des logements, en gros on se dit qu'ils sont là pour au moins 100 ans. Alors ce qui pose des très grandes difficultés, c'est qu'on se rend compte, y compris dans des productions HLM d'il y a 100 ans, il peut y avoir des trucs qui aujourd'hui sont encore extrêmement vraiment intéressants, que les locataires veulent jamais en partir. Enfin, donc une offre d'habitat qui répond encore aujourd'hui aux envies d'aujourd'hui. Et puis d'autres visions qui sont complètement dépassées, obsolètes, qui ne prennent pas en compte les modes de vie d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste l'histoire de la qualité. Hein. On voit bien qu'il y a des projets architecturaux, une vision du quartier, une vision de la ville, en fait, globalement, qui est très différente. Mais en même temps, et c'est vrai que, en plus, comme tous nos financements sont assis sur des prêts de la Caisse des dépôts qui sont quand même sur plusieurs décennies, et que quand le gouvernement ne veut pas nous aider, il nous rajoute encore de la dette sur 20 ans. Enfin, nous, on est quand même les spécialistes de la dette à 100 ans, donc c'est pas à 100, mais c'est à 80, bon bref. Donc c'est vrai qu'il y a une culture, objectivement, en tout cas dans les entreprises HLM, de se dire quand on fait des travaux, enfin c'est jamais pour l'immédiat, enfin on a les sujets d'urgence évidemment, mais quand on agit c'est quand même en général sur une longue durée. Tout ça est quand même relatif, hein. On travaille tous sur des quartiers qui sont en mutation, on fait de la rénovation urbaine dans certains quartiers qui sont très vite complètement dépassés parce que peut-être que la qualité urbaine n'était pas au rendez-vous. Et puis, même si parfois on se dit que là on fait un truc super, on sait bien que dans même 30 ans, on va y revenir et tout ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à ce que nos logements suivent les modes de vie. On a complètement raté, mais on n'est pas les seuls, je pense les pouvoirs publics de l'époque aussi, les années 80 avec la décohabitation, le nombre, on est aussi en situation de crise sur le logement parce qu'on était incapable d'accompagner l'augmentation des divorces, de tout ce qu'on a connu à partir des années 80 et on court toujours après ça quand même. Donc on voit bien que, et personne ne l'avait vu, de même que, est-ce qu'aujourd'hui on sait bien accompagner les modifications? Alors maintenant on est beaucoup sur des familles monoparentales dans le secteur HLM, beaucoup plus que dans le reste de la population française, mais on a aussi la mutation du travail qui a un impact sur nos locataires et sur leurs revenus et sur aussi ce qu'ils attendent de leur logement. Et je ne suis pas sûre qu'on soit tout à fait capable d'y répondre. Je ne parle même pas de l'inadéquation entre le fait qu'on a encore beaucoup de grands logements, hein, des T5, T6, et que tout le monde veut des T2, T3. Voilà. Et il ne suffit pas de couper un logement en deux pour que ça fasse 2 T2, malgré ce que pensent beaucoup de gens. Donc ça, c'est une des très grandes difficultés parce que notre permanence et pérennité, c'est en même temps un atout, en même temps un obstacle. Après, quand on est ministre, où objectivement, on ne pense pas le temps long. Enfin, je veux pas dire que c'est absent, mais on est dans on est dans un temps qui est le temps de la politique et le temps d'un quinquennat. Enfin, vous êtes quand même rythmé par une temporalité qui est celle des échéances politiques.
Moi, c'était assez facile. J'étais nommée ministre, je savais quand était la future élection présidentielle et je savais que ça s'arrêterait là. Enfin, je ne savais pas, mais en tout cas, je savais que c'était une étape. Mais après, ce que vous le faites non pas pour l'immédiat. En tout cas, quand vous êtes dans le logement, voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets extrêmement compliqués. Enfin, on était énormément mobilisés sur des sujets des copropriétés dégradées et tout ça. Tous les trucs qu'on a sortis, c'est pour le long cours. Mais c'est vrai que c'est un problème. Parce que très clairement, beaucoup de politiques ont du mal sur ces politiques, on va dire, du temps long, le logement, les transports, toutes les infrastructures, parce qu'en fait, ce que vous lancez, c'est 10 ans plus tard que... Voilà. Moi, je suis élue d'opposition à la région Île-de-France aujourd'hui et je vois inaugurer des lignes de métro où on s'est battu comme des dingues il y a 10 ans pour qu'elles aient lieu. Et ben voilà, on n'y est plus, c'est plus nous qui sommes aux affaires. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est ça l'intérêt général. Justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on soit capable d'écrire des politiques qui imprègnent et qui ont des modifications structurelles sur les gens. Mais c'est pas, ma position n'est pas partagée par tout le monde. Et c'est vrai que l'immédiateté de beaucoup de choses, le temps politique qui s'est quand même accéléré, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est vrai qu'on voit bien que nous, dans nos secteurs du logement, où c'est vrai, quand j'explique à un ministre les schémas qu'on a pour arriver à la SNBC, donc en 2050, la stratégie nationale bas carbone, que je lui explique qu'il va falloir investir entre 285 milliards et 340 milliards d'ici 2050, il me regarde, en fait, il s'en fout. Non, mais moi, je lui dis 2050... Il me dit ouais, tu fais quoi d'ici 2025 ? Enfin, et alors que je pense que nous, on se bat beaucoup pour que le secteur se projette à ça. Et d'ailleurs, vous serez contents, mais enfin, on a calculé que si on n'accélérait pas la rénovation, on aura rénové tout le parc seulement en 2070. Donc nous, c'est comme ça qu'on travaille, parce que si on veut justement, quand on doit accélérer des choses, il faut qu'on avance. Après, je voulais juste dire une chose sur la temporalité. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, mais bon, il se trouve que mon engagement dans l'écologie date du milieu des années 2000. Ce qui est très troublant quand même dans la période, c'est qu'en même temps, on voit loin, mais c'est aussi l'accélération des choses. Moi, je me rappelle comment je me suis acculturée, j'ai lu des choses, ce qu'on disait je me rappelle quand j'étais à Copenhague en 2009, et puis ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est-à-dire que, y compris même des trucs que je croyais, que je lisais, ce que disait le GIEC, ça s'est accéléré de manière folle, enfin folle, non, c'est justement très expliqué, et moi ça me bouleverse beaucoup aussi. Parce que, y compris, il y a des choses sur lesquelles on pensait qu'on avait un peu de temps, et en fait, on se rend compte qu'on ne l'a pas. Et en même temps, d'où aussi le discours sur l'anthropocène qui revient et tout. Et ça aussi, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on essaie de penser le temps long, et en même temps, on se dit qu'on ne va pas assez vite. Et puis, la réalité, parfois, nous bouleverse. Alors, il n'y a pas que les crises, il y a aussi le fait qu'il y a des temps qui s'emballent. Ça rend les choses difficiles. Sachant que c'est des discours qui sont difficiles à porter, parce que le grand public, comme on dit, l'horizon 50 ans, personne, le matin, quand on se lève, on réfléchit à l'avenir du monde. Et donc, la difficulté aussi pour les politiques ou pour les acteurs qui sont au contact de ces publics, peut-être, c'est d'avoir le temps de la pédagogie, de peut-être imposer parfois des mesures qui ne sont pas populaires. Et voilà, on voit bien là, par exemple, sur les coupures d'électricité, on est peut-être dans une logique où les pouvoirs publics essayent de prévenir. Et on voit bien que c'est source d'angoisse et d'inquiétude pour les gens qui s'imaginent déjà dans un blackout total. Est-ce que c'est mal fait ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que ça vient trop tôt ? Je ne sais pas. C'est peut-être difficile, ça aussi. Moi, en tout cas, ce que je peux dire dans mon activité professionnelle, c'est que, y compris avec des jeunes là, qui ont moins de 30 ans, qui bossent dans des directions immobilières dans le secteur HLM, quand vous leur expliquez que ce programme, il faut qu'il soit bien, parce que dans 40 ans, il sera encore là, ils comprennent. Enfin, peut-être que c'est bizarre par rapport à d'autres secteurs, mais enfin, puis nos locataires, en plus, nos locataires ont notre âge. Hein. Enfin, il y a quand même dans les 5,6 millions de logements, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de nos locataires qui sont là depuis le début. Enfin, depuis le début du bâtiment, parfois. Donc, en tout cas, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un peu différents, et d'ailleurs qu'on a des différences de point de vue. Après, sur l'angoisse, je veux dire, il y a plein de choses qui font que, de toute façon, on peut s'angoisser, mais notamment, vous parlez des délestages, mais ça peut être d'autres choses comme le prix des charges et de la facture d'énergie actuellement. C'est là où on a un devoir d'anticipation pour la communauté, pour l'intérêt général. Objectivement, et j'inclus les bailleurs là-dedans, on souffre beaucoup des prix de l'énergie et de notre dépendance aux énergies fossiles et aux énergies carbonées ou pas carbonées. Enfin, en tout cas, on paye le coût de la crise.
Mais c'est aussi parce que c'est vrai qu'à un moment, on a mis l'accent, nous, sur d'autres sujets, alors qu'on aurait pu se dire, on va beaucoup plus sur les ENR. En même temps, personne nous a poussé à faire plus dans les énergies renouvelables récemment. Et pendant 50 ans, on nous a dit consommer du gaz parce que c'est bon pour la société. Donc voilà, peut-être qu'aussi, il faut qu'on apprenne, nous, à inclure de l'anticipation sur des choses qui nous semblent vitales pour la survie de nos valeurs et de notre offre, hein, qui est quand même un logement de qualité, bon marché. Merci. On va venir plus en détail sur un certain décor, peut-être des facteurs clés, des tendances qui pourraient venir impacter directement les problématiques des acteurs de l'habitat et du logement. Comme j'aime bien persévérer, on va refaire une troisième question à la salle. Je vois Franck qui souffle, il se prépare. Citez, je vous lis quand même la question. Citez 3 facteurs, en un mot chacun, qui selon vous seront déterminants pour un futur désirable. Ça fait un peu sujet du bac, hein, mais c'est très très... on affichera un nuage de mots pour voir comment vous envisagez, comment vous vous projetez sur le futur désirable. C'est quand même cette logique d'être engagé et optimiste sur ce que peut être l'avenir. Donc voilà, citez 3 facteurs en un mot chacun qui pourraient être déterminants pour un futur désirable. Et je laisse la main à Franck, qui est le grand ordonnateur des réponses dès que vous aurez réfléchi et tapé votre mot. Ah, Emmanuel Coste ne joue pas cette fois. Si vous en faites 2, on ne le saura pas. Hein. Aide à la pierre, suppression de la RLS, je ne sais pas, j'essaie de vous aider. Non, c'est pour montrer que je suis quand même un peu. Laisse encore quelques instants. On va laisser le temps que vos votes soient pris en compte. La solidarité, matériaux, environnement, cohésion. Cohésion, oui, ça je l'ai déjà dit. Amour, oui, beaucoup d'amour. Partage. Ça bouge beaucoup. Hein. Si, il y a le mot logement. Il est petit encore, mais en même temps, c'est quand même le propre de tous les gens qui sont dans cette salle. Donc, c'est pas étonnant que ce soit pas le premier qui arrive, c'est plus ce qui entoure. On va laisser peut-être ce nuage de mots affiché. Il va peut-être continuer à vivre à mesure que vous votez. Gérard Mermet, vous vouliez que je vous pose la question. Selon vous, les 3 facteurs en un mot qui constitueraient un futur désirable. Oui, parce qu'en même temps que je voyais s'aligner, se former le petit nuage, je me disais qu'est-ce que je dirais. Moi, les mots que j'aurais choisis, d'abord, il y a le mot solidarité. Je l'avais déjà avant de le voir apparaître sur l'écran. Il y aurait technologie, évidemment, parce que je crois on va être, comme d'habitude, très dépendant de l'offre technologique, et après, ce sera à nous de voir qu'est-ce qui nous paraît désirable ou au contraire dangereux. Et puis, le troisième mot, je dirais, c'est état d'esprit, c'est-à-dire, ça rejoint un peu la solidarité, mais c'est le fait de partager l'idée du bien commun et d'essayer au moins préserver ce bien commun, d'abord d'être conscient qu'il existe et de pouvoir le partager de façon acceptable, parce que ça sera un facteur, à mon avis, décisif quant à la construction du scénario ou d'un scénario favorable. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de partage, je crois qu'on sera dans un scénario défavorable, de toute façon. Merci. Vous allez peut-être pouvoir garder le micro, puisque dans les facteurs qui pourraient venir, enfin qui devraient venir impacter
Il y a évidemment la question environnementale, on en a parlé depuis tout à l'heure. Le réchauffement climatique, les problématiques d'énergie, les problématiques de biodiversité, tout ça, c'est des sujets qui sont aujourd'hui au premier plan de tous les discours politiques, des actualités. C'est des sujets sur lesquels vous travaillez et sur lesquels vous avez fait des... Alors, modélisation peut-être pas, puisque le GIEC là a déjà dit des choses, mais en tout cas, que vous intégrez comme étant un facteur primordial sur ce que sera l'avenir à horizon de 30-50 ans. Oui, mais il y a un mot peut-être qui d'ailleurs n'apparaît pas, je crois, dans le nuage, qui n'a pas été prononcé, c'est celui de démographie, parce que tout commence... Il est quelque part, peut-être. En bas à droite. D'accord. Ah oui, tout en bas à droite. Ouais. Parce que ça commence avec la démographie. Il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années, moi je me souviens que les prévisions de l'ONU, et François s'en souvient sans doute, c'était que d'ici près de la fin du siècle, on aurait à peu près 15 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y a une sorte, enfin non pas de consensus, mais disons que les organismes, dont l'ONU, les plus pertinents, qui ont à leur disposition le plus de moyens pour faire des prévisions, nous parlent plutôt de 8 milliards et demi en 2070. Donc ça fait une sacrée différence. C'est près de la moitié, c'est un peu plus de la moitié, 8 milliards et demi. Et sachant qu'on est aujourd'hui à 8 milliards, on vient de dépasser les 8 milliards, soi-disant, cette année, en 2022. Alors, il faut peut-être en rajouter quelques millions, parce qu'en Chine et ailleurs, on n'a pas une comptabilité très, très précise, forcément, de tout. Peut-être même en France, d'ailleurs. Mais je pense que ça vaut peut-être la peine que je vous donne quelques chiffres, en tous les cas, quelques prévisions, parce que c'est assez intéressant. Sur ces 8 milliards et demi d'habitants, la hiérarchie des pays ne serait pas du tout la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. La France serait en fait dans une situation de stabilité. On a à peu près aujourd'hui 66 millions d'habitants, rajouter un peu plus de 2 millions 2 je crois précisément pour les départements d'outre-mer, les 5 départements. On aurait pour la métropole à peu près la même population en 2070. Alors que entre 1972 et 2022, on a augmenté la population de 14 millions d'habitants. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans les... Si on fait des projections, là il y a une rupture dans la courbe qui est particulièrement nette. Alors même si on se trompe, je pense que la direction est certainement intéressante. Mais je vous parlais de la hiérarchie, et là on ne parle plus de la France mais de l'international. La Chine, qui aujourd'hui est le pays le plus peuplé du monde, aura perdu 200 millions d'habitants en 2070, ce qui est important, parce que en termes de croissance, en termes de soft power, etc., ça peut changer les choses. Elle sera dépassée non seulement par l'Inde, qui, elle, serait plutôt à 1,4 milliard, et si mes souvenirs sont exacts, et avant que je retrouve ma petite fiche, par le Nigeria. Nigeria qui dépasserait quasiment le milliard d'habitants. Donc la France ne pèserait pas grand-chose, elle pèse déjà pas grand-chose par rapport à la population planétaire, mais elle serait encore un petit peu moins présente. Alors on dira que bon, c'est pas la quantité qui fait la qualité, etc., que le PIB de la France est supérieur à celui d'autres pays, notamment la Russie, qui compte beaucoup plus d'habitants qu'elle. Mais c'est quand même cette évolution dans la hiérarchie telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, elle est révélatrice quand même. D'abord, ça veut dire que si il y aurait quand même 2 milliards d'habitants, 2 milliards et demi en plus, ce qui n'est pas rien, il faudra les alimenter, les loger, etc. Ce qui ne sera pas facile, parce que dans les conditions de réchauffement climatique, il y en a beaucoup d'habitants qui vont avoir des difficultés. On imagine qu'il pourrait y avoir presque quasiment 500 jusqu'à 800 millions de personnes qui devront être délocalisées. Volontairement ou enfin, subi ou de façon volontaire. Donc des phénomènes migratoires considérables. Ils font qu'il faut se préparer
à trouver des solutions qui soient humainement acceptables et techniquement possibles. C'est tout un débat qu'on a en France depuis pas mal d'années, mais on hésite quand même entre les deux. On n'a pas trouvé le bon équilibre, semble-t-il. Ça veut dire aussi qu'à côté de cette augmentation de la population, il va y avoir un allongement d'espérance de vie qui sera de l'ordre encore de 5 ans, enfin un peu plus pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes va diminuer. Et ce qui d'ailleurs est plutôt une bonne nouvelle, enfin, surtout pour les hommes, mais c'est le signe que les inégalités ne sont pas toujours dans le sens que l'on indique. Voilà, donc il y a parité sur ce plateau, je peux me permettre de le dire. Augmentation d'espérance de vie, ça veut dire vieillissement, et le vieillissement induit un certain nombre de problèmes à la fois économiques et sociaux. Économique parce que il va falloir financer les fins de vie, les retraites, donc ça remet en question, enfin ça justifie les questions que l'on se pose dès aujourd'hui, enfin depuis 40 ans d'ailleurs, sur la bonne date pour mettre le seuil, enfin l'âge légal de la retraite, on est en plein dedans. Et ça pose aussi des questions sociales parce que les seniors ne votent pas comme les non-seniors, comme les plus jeunes, parce que les logements doivent être adaptés pour les seniors, parmi lesquels il y aura de plus en plus de personnes handicapées, etc. Donc ce sont beaucoup d'interrogations qui naissent à partir des phénomènes démographiques. Et puis, dans le décor, puisque vous me demandez de parler du décor général, donc il y a non seulement la démographie, il y a plein de choses. Il y a l'économie, la société, l'écologie, etc. Mais il y a surtout, de mon point de vue, la technologie. Nous avons, si on fait un retour en arrière, nous avons été complètement bouleversés, transformés par la science et ses applications pratiques depuis des siècles. Et ce phénomène, comme le disait Toffler, n'a cessé de s'accroître au fil du temps. Et là, à l'horizon de 50 ans, on peut imaginer toutes sortes de choses qui vont ou pourraient se produire en termes de rupture technologique. Est-ce qu'on arrivera avant 2070 à faire la fusion nucléaire ? Les spécialistes nous disent que oui, à partir de 2040, ce serait raisonnable d'avoir déjà quelques premiers réacteurs qui fonctionnent à la fusion et qui représenteraient quelque chose de significatif. Et donc, a fortiori, en 2070, est-ce qu'on sera arrivé au Graal énergétique qui nous permettrait d'alimenter la planète grâce à l'astre solaire sans parler de carbonation, décarbonation, etc. C'est quelque chose c'est une vraie rupture. Si elle se produit, c'est une vraie rupture. Je suis de ceux qui sont plutôt optimistes en la matière et qui pensent que quand des humains se coalisent et mettent ensemble leurs intelligences, ça fabrique une intelligence collective qui est capable de déplacer les montagnes. On l'a vu avec le vaccin. Le vaccin contre le Covid, personne ne disait qu'avant des années et des années, on avait tous en tête le fameux vaccin contre le sida qui devait être trouvé dans les 3 ans après la découverte du virus, par Montagnier notamment, en 83, et qu'on n'a toujours pas. Là, on a en plus ouvert une piste qui est celle de l'ARN qui va nous permettre de probablement soigner des cancers, des maladies infectieuses et autres. Donc ce sont des ruptures technologiques, scientifiques qui vont continuer de se produire. Et aussi bien en matière environnementale, énergétique, en matière de logement, on commence à fabriquer non seulement des maisons, mais des immeubles avec des imprimantes 3D. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il y a eu tout au long de l'histoire de l'habitat des innovations de rupture. Peut-être que ça, je sais pas, je pense à l'ascenseur, qui était quand même quelque chose d'assez incroyable au moment où ça a été inventé. Aujourd'hui, alors il y a la voiture aussi qui s'est développée à partir des années 70, précisément en France, qui a changé totalement la distribution géographique de l'habitat, etc., et le logement social. Plus près de nous, le fait de remplacer les ampoules incandescentes par des ampoules LED change complètement la consommation énergétique d'un logement. Donc,
Je pense qu'il faut tenir compte de cela, tout en acceptant de ne pas savoir quand ça va se produire, si ça va se produire et avec quelles conséquences, et en sachant aussi surtout que toute innovation est par définition ambivalente, c'est-à-dire que avec l'atome, on pourra peut-être faire la fusion nucléaire, comme on a fait la fission nucléaire, mais on fera peut-être aussi des bombes encore plus puissantes que celles qu'on possède déjà. Et là, alors là, les scénarios catastrophes, on peut facilement les imaginer. Mais je crois que déjà avec les éléments démographiques et technologiques que l'on peut appréhender aujourd'hui, on a une petite vision à la fois des risques, mais aussi surtout de nos capacités d'adaptation dans les 50 prochaines années. Merci beaucoup. François Jouvenel, même question. Quelles sont les grandes tendances structurantes que vous évaluez, enfin que vous envisagez, et en quoi elles pourraient venir influer le secteur plus spécifiquement du logement ? Bon, alors ça, on peut en parler pendant 2 heures, si on fait un panorama de toutes les grannes tendances. Mais donc j'ai commencé par répondre, enfin peut-être à réagir sur celle que Gérard a présentée. L'idée, c'est aussi d'avoir un petit peu de débat, parce que je ne suis pas forcément complètement, en tout cas, je n'ai pas exactement la même approche que celle de Gérard, qui en fait est très optimiste. Et moi, je suis un tout petit peu moins optimiste dans ma façon de voir les choses. Et donc, je vais reprendre peut-être quelques points, sans reprendre tout dans le détail, mais sur la démographie. Alors, sur la démographie, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, en tant que prospectiviste, moi, je n'en sais rien de ce qui va se passer en termes de population du monde. Parce qu'en fait, ce dont parle Gérard, ce sont les évolutions, les projections moyennes. Et en fait, il y a des échelles d'incertitude. Il y a à chaque fois des variantes basses et des variantes hautes. Par exemple, dans les dernières projections de l'ONU, qui datent de cet été, je crois, population mondiale à l'horizon 2100. Alors effectivement, on arrive à 2100 à une population de 10,3 milliards dans la variante moyenne, et donc 8,6 milliards. Avec une stagnation à partir justement des années 70. Avec une stagnation à partir des années 70. Ça, c'est la moyenne. Mais en fait, ce que l'ONU nous dit, c'est qu'en fait, on pourrait être entre une variante basse à 7 milliards et une variante haute à 15 milliards, qui est un petit peu baissée par rapport à avant, effectivement. Mais donc, en fait, on a une incertitude à l'horizon 2100 qui porte sur 7 milliards d'habitants. Bon, c'est quand même pas totalement nul. Alors certes, l'ONU nous dit le plus probable, c'est quand même la variante moyenne. Mais en fait, ça, c'est pas tout à fait certain, parce que cette variante, elle est construite à partir de théories, la théorie de la transition démographique, etc., qui se vérifient plutôt pour l'instant, mais qui ne sont pas nécessairement amenés à se poursuivre demain, etc. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les variations au cours des années précédentes dans les dernières projections qui ont été faites par l'ONU pour s'apercevoir qu'en réalité, la variante moyenne, elle varie de plusieurs centaines de millions de personnes, voire de milliards de personnes, en fonction du moment où on a établi les projections. Donc il faut faire attention, c'est assez fragile. Moi, je préfère travailler en fait avec des scénarios. On pourrait être entre 7 et 15 milliards. Bon, alors effectivement, il y a peu de chances pour qu'on soit 15 milliards, pour plein d'autres raisons. Il y a assez peu de chances pour qu'on soit 7 milliards, mais ça, c'est un peu moins improbable. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres organismes qui ont fait des projections de population, notamment un organisme européen, et puis surtout ceux qui ont fait beaucoup de bruit cet été, c'était la banque HSBC qui avait fait des scénarios avec un effondrement de la population mondiale où on retombait à 4 milliards. 4 milliards, c'était le nombre de personnes qu'on était en 1975. Je m'en souviens, parce qu'en gros, c'est l'année de ma naissance, donc je sais qu'on est passé de 4 milliards à 8 milliards. Sur mon petit temps de vie, on a doublé. Voilà, ça me permet, c'est mes petits moyens même mnémotechniques pour moi, pour me souvenir un petit peu des choses. Mais donc, il y a des scénarios qui sont des scénarios, en fait, très différents sur la population mondiale. Et notamment, alors ce qui est vrai, c'est qu'on revoit plutôt à la baisse en ce moment les prévisions qui avaient été faites dans le passé, en disant en fait les croissances de la population mondiale seront sans doute moins fortes que celles qu'on estimait, et notamment il y a des chutes de fécondité qui sont plus rapides dans certains pays que ce qu'on escomptait. Voilà. Mais il faut garder en tête, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt de regarder les échelles, les intervalles de confiance, de regarder les plusieurs scénarios et éventuellement de pouvoir se projeter dans ces différents scénarios. Autre point, sur la hiérarchie des pays, Nigeria 1 milliard, j'y crois pas. Effectivement, si on prolonge les courbes, c'est ça. Mais 1 milliard au Nigeria, ça ne marche pas en fait. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a d'autres paramètres à prendre en ligne de compte, notamment les ressources naturelles, tout simplement la place, la densité, le fait que le Sahel se désertifie, enfin plein de choses qui font qu'effectivement ça ne marche pas. Donc c'est des choses théoriques. Alors ça, ce n'est pas une critique, évidemment, mais c'est pour dire, effectivement, si on est dans des dynamiques démographiques qui font que le Nigeria va vers 1 milliard d'habitants en 2070, c'était ça le chiffre,
forcément là, on va être sur des flux migratoires qui vont être des flux migratoires extrêmement importants. D'abord des flux migratoires régionaux et puis évidemment des flux migratoires un peu plus globaux. Démographie française, on a exactement la même incertitude. À chaque fois que l'INSEE fait des projections, donc l'INSEE, je critique, mais enfin, ils font un travail remarquable. Hein, c'est pratique de pouvoir critiquer quelque chose qui existe. Hein, si ça n'existait pas, je serais bien embêté. Donc l'INSEE, à chaque fois qu'ils font des projections, c'est-à-dire tous les 5 ans, hein, je crois, et bien en fait, ces dernières années, à chaque fois, dans les dernières projections, en gros, la variante mais moyenne, c'est devenu la variante basse des anciennes projections. Et donc on a perdu quelques millions d'habitants en 5 ans. Voilà. Et même chose, il y a des incertitudes. À 2070, puisque ce sont les dernières projections de l'INSEE, ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'on sera entre 58 et 79 millions d'habitants, je crois. Je me trompe peut-être d'un petit million. François, oui, il y a même quelque chose d'intéressant. Évidemment, bien sûr que l'incertitude et la fourchette de probabilité est large. Mais à propos de la France, justement, il y a le chiffre que je vous ai cité qui émane de l'INSEE, qui pour moi est une référence habituelle et fiable, parce qu'on sait combien l'INSEE... Alors, mais elle varie dans le temps, mais ça fait partie de l'adaptation. L'environnement change au sens le plus large, change en permanence, donc il faut aussi que les chiffres de prévision puissent changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la même période et au même horizon de 2070, l'ONU continue de donner 76 millions d'habitants pour la France, alors que l'INSEE en donne 66. La différence, elle est principalement due au phénomène migratoire. Donc on verra ce qu'il en est, sachant que quand il y aura plusieurs centaines de millions, l'Afrique va gagner 500 millions d'habitants d'ici 70 au minimum. Selon toute probabilité, il n'y a pas de probabilité affectée à ça, il y a des impressions, il y a des expériences, il y a des expertises. Mais 500 millions de gens qui, pour des raisons climatiques, politiques ou économiques, vont déferler sur les pays susceptibles de les accueillir, c'est-à-dire plus riches qu'eux, ça va se voir quand même dans la population. Voilà. Alors, sur ce point, justement, donc sur les projections de l'INSEE, voilà. Ensuite, sur l'Afrique, effectivement, dans les projections, alors moi je suis sur les projections des Nations Unies à 2100, mais bon, c'est intéressant aussi de voir que quand ils sont sur la variante moyenne, à 10 milliards d'habitants en gros, l'Afrique compterait pour 4 milliards. Voilà, donc là, c'est une croissance absolument phénoménale. Alors, ce qui est intéressant sur les projections INSEE, je fais le lien avec les migrations pour parler un peu des migrations, justement, un sujet qui vous intéresse quand même, c'est aussi de dire que quand je dis, ce qui est intéressant aussi dans l'INSEE, c'est de voir les intervalles et de voir comment ces projections sont revues effectivement en fonction du contexte. C'est pas du tout une critique, ça. Moi ça me paraît normal qu'ils revoient leurs projections en fonction du contexte. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut prendre donc de fait les projections avec prudence, puisque le contexte ayant une influence colossale sur ce qui va ressortir à la fin, il faut faire très attention à ne pas prendre ces projections pour argent totalement comptant. Ensuite, quand même, ça donne des ordres de grandeur. Et notamment, par exemple, un point important dans les dernières projections de l'INSEE, c'est notamment si jamais on voulait essayer de garder une stabilité de la population d'âge actif en France, ils nous disent qu'il faudrait avoir un solde net migratoire de 120 000 personnes par an à partir de 2020, jusqu'en 2070. Solde net migratoire de 120 000 personnes, si jamais, en gros, on voulait maintenir notre équilibre de protection sociale, pour aller très très vite. Voilà. Donc ces projections, elles servent aussi quand même à ça, à identifier le fait qu'il y a un certain nombre de questions de ce type-là, d'ordre de grandeur de ce type-là, à avoir en tête, à se dire, attention, de toute façon, compte tenu du vieillissement démographique, etc., quelles que soient les hypothèses de projection finalement, si jamais on veut maintenir un équilibre qui nous permettent de maintenir la viabilité, notamment économique, de notre système de protection sociale, il faut qu'on ait un solde migratoire net de 120 000 personnes par an. Ça, c'est très important, sachant qu'effectivement, le phénomène de pression migratoire va clairement s'accentuer, parce que, on a parlé de l'Afrique, en Asie, il y a les problèmes environnementaux qui font qu'il y a plein de zones extrêmement peuplées qui vont subir à la fois des élévations du niveau de la mer, plus des phénomènes de chaleur humide, et que donc effectivement les 800 millions voire 1 milliard de personnes déplacées à l'horizon des 50 prochaines années, c'est une hypothèse assez crédible. Alors, je fais juste une petite incise, puisque à 17h, il y a une déclaration du gouvernement et un débat au Parlement justement sur la politique d'immigration. Je ne sais pas si ces données démographiques seront abordées, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une inflexion sur la logique de faire venir des gens dont le marché du travail a besoin. Donc voilà, peut-être que les travaux des prospectivistes seront intégrés ou pas. Voilà, c'est juste une petite incise. Normalement, l'INSEE produit ses travaux, notamment à destination
des personnes La qui question, font les c'est lois. toujours ce que les acteurs et les politiques en font après. Oui, si je peux ajouter un mot à ça. En fait, je comprends tout à fait ce que dit François, qui est à la fois raisonnable et nécessaire. Moi, pour cette table ronde, j'ai pris un point de vue qui est un petit peu différent apparemment du vôtre. C'est-à-dire que d'une part, j'en ai assez d'entendre sans arrêt des mauvaises nouvelles qui déferlent dans les médias. Et je trouve que ça pèse beaucoup sur le moral des gens. On l'a bien vu d'ailleurs tout à l'heure, les 18% d'optimistes dans la salle, c'est pas assez. Et si on est pessimiste, on va à tous les coups vers la prédiction autoréalisatrice. Vous savez, on aura les bras ballants, la tête vide, etc. Pas d'ambition et on fera rien. Donc je crois qu'on a besoin. Moi, je dis toujours que nous avons un devoir d'optimisme. Je suis vraiment attaché à cette idée, notamment en tant qu'observateur. Surtout quand on parle de long terme à 50 ans, parce qu'à 50 ans, nous avons le temps, la possibilité et le devoir aussi d'inverser des choses qui seraient défavorables, que ce soit en matière démographique. Et elles se font d'ailleurs, même sans que nous en soyons conscients. La baisse de la fécondité dans certains pays aujourd'hui, elle ne se fait pas par hasard. Alors c'est aussi une des conséquences probablement du pessimisme. Alors peut-être que c'est un avantage et non plus un inconvénient. Mais moi j'ai plutôt pris le parti, ce que je ne fais pas forcément dans mon travail habituel, mais d'inverser la méthode prospectiviste, c'est-à-dire de dire je souhaite un scénario favorable. Comment est-ce que je pourrais remonter au moment où nous devons prendre des décisions, changer nos mentalités, etc., pour que ce scénario puisse se dérouler? Pas dans le détail, mais simplement pour que ce ne soit pas la catastrophe et que tout le monde puisse vivre correctement et que le progrès, qu'il soit social, économique, etc., puisse se poursuivre. Alors, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Attention, et je respecte tout à fait ce point de vue et je suis d'accord. Il faut être moi, je suis un optimiste convaincu. Je suis sûr que le monde de demain peut être encore meilleur que celui d'aujourd'hui, etc. Par contre, savoir s'il sera meilleur avec 15 milliards ou avec 7 milliards d'habitants, j'en sais rien. Et à la limite, moi, j'aime bien les enfants, donc qu'il y ait plein d'enfants qui gambadent partout, je trouve ça plutôt sympa. Donc, le fait de savoir si un futur joyeux ou optimiste, ça passe par une réduction de la fécondité ou éventuellement par un raccourcissement ou en tout cas une moindre augmentation des tendances à l'augmentation de l'espérance de vie, c'est une question tout à fait cruciale à mon avis, est une... Alors voilà. Alors la technologie, je n'ai pas répondu sur la technologie. Donc là, je suis aussi, justement, mon optimisme me pousse à dire attention à ne pas attendre toutes les solutions de la technologie. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Hein. Mais les problèmes de l'énergie vont être résolus par la fusion. Peut-être, mais peut-être pas. En fait. Et alors moi, les experts que j'écoute, ils me disent avant 2070, ça va être compliqué. Donc vous voyez, on a 30 ans d'écart sur la fusion entre Gérard et moi. Bon, mais bon, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Mais en tout cas, ce qui me paraît certain, c'est que effectivement, attendre toutes les solutions de progrès technologique à des problèmes qui sont des problèmes cruciaux. On n'a pas encore tellement parlé d'environnement, mais enfin pour moi, c'est le truc qui écrase tout, hein, quand même. Donc, attendre toutes les solutions de la technologie me paraît un petit peu dangereux, notamment parce qu'effectivement, cette course en avant technologique, elle a aussi un certain nombre d'effets de bord, notamment sur le fait que, justement, on n'a pas encore véritablement réussi à avoir ce qu'on appelle un découplage absolu entre le fait entre la production de biens en fait et la consommation de ressources. Et donc en fait toute avancée technologique entraîne quand même une consommation de biens, même si l'efficacité énergétique et l'efficacité dans l'utilisation des matières fait qu'on est de plus en plus efficace, mais en fait quand même si on produit plus, on consomme plus et il y a effectivement un certain nombre de limites physiques. Donc je me méfie un tout petit peu du fait de dire que les progrès technologiques vont pouvoir nous apporter nécessairement des solutions à un certain nombre de sujets. Je ne dis pas qu'il faut les évacuer du tout. La fusion, je pense que c'est très bien de travailler dessus. Je ne suis pas un anti-nucléaire. Je considère qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut effectivement essayer de progresser le mieux possible, mais si possible aussi en essayant de garder en tête que le progrès scientifique et le progrès technologique, ce n'est pas forcément que des projets pharaoniques. De plus en plus, sans doute, ça va être aussi des projets qui vont être aussi
au plus près du terrain, au plus près des acteurs locaux, que l'innovation, c'est pas que de l'innovation technologique, c'est aussi de l'innovation sociale, etc., etc. Et donc je crois beaucoup à l'amélioration et au développement, disons, hein, au terme de progrès, c'est un peu dépassé, paraît-il, mais enfin bon, moi je l'aime bien quand même. Je crois beaucoup aux questions de progrès, mais qui soit allé à la fois avec du développement scientifique et technologique, mais aussi beaucoup de l'innovation sociale, beaucoup de progression aussi dans l'amélioration en fait tout simplement de l'utilisation des ressources à la fois matérielles et humaines que nous avons à notre disposition. Voilà. Donc je crois que cette sobriété qui peut être très contrainte, etc., hein, est aussi une voie pour essayer de progresser dans le développement humain, quoi, pour aller vite. Voilà. Alors, sur le progrès technologique, encore une fois, juste pour dire, je ne suis pas rétif à ça, mais mon optimisme me pousse à dire il faudrait aussi qu'on trouve des solutions de vivre mieux, même s'il n'y avait pas la fusion, même s'il n'y avait pas le quantique ou les progrès du quantique, qui sont aussi assez incertains, etc. Et en faisant attention au fait que les discours sur les progrès technologiques sont aussi vendus quand même par des acteurs industriels, etc. Donc voilà, ça me pousse à être un peu critique dans notre raisonnement prospectif sur les progrès technologiques. Je suis trop long là, c'est ça ? Non, ça va. Non, j'allais reprendre la parole, effectivement, mais non. Non, je voudrais juste quand même entendre Emmanuel Cos sur toutes ces questions. Donc, on a parlé de démographie. Vous disiez tout à l'heure qu'en plus, les projections démographiques pouvaient être utilisées à des fins politiques, peut-être pour expliquer que on arrêterait peut-être de soutenir la production parce que finalement, il n'y en aurait pas autant besoin. En même temps, on a aussi la question des migrations, dont on ne sait pas encore ce qu'elles vont devenir, et avec des gens vraisemblablement qu'il faudra loger si on les accueille. La question du vieillissement, ça a été dit, c'est une problématique qui touche déjà le parc social et qui va être amené assez naturellement à se poursuivre, d'autant que le secteur du troisième âge, la silver economy, elle n'est quand même pas complètement là. On a vu aussi les scandales qu'il pouvait y avoir sur l'accueil dans des structures privées, donc le parc social est aux premières loges aussi pour ces populations vieillissantes. La question de la technologie, ça a été abordé. Il y a des grandes choses qui se font aujourd'hui, notamment pour des visées environnementales, mais pas que. Le logement social, il va être à la croisée de toutes ces problématiques. Il va falloir qu'il fasse avec et qu'il prenne des décisions. Absolument. Mais je pense que la première chose, c'est ce qui vient d'être dit différemment par les deux intervenants sur comment on se positionne par rapport au monde et cette idée de l'optimisme, qui est pour moi aussi une position fondamentale, notamment au regard du poids des inégalités. Parce qu'en fait, si on est pessimiste, on dit aux gens en fait que la fatalité, c'est que rien ne va changer, y compris pour eux. Et pour moi, quand même, et notamment pour vraiment éradiquer les enjeux éradiquer la pauvreté et les inégalités, je pense qu'éradiquer la pauvreté en France est un objectif tout à fait atteignable si on le souhaite. Ça veut dire aussi quand même qu'on est plutôt du côté de l'optimisme et qu'on pense que l'action va avoir un impact. Parce que sinon, en fait, c'est terrible, hein. Sinon, on se construit dans une histoire où en fait les inégalités ne vont faire que s'accroître et en fait vous tombez du bon ou mauvais côté du manche et vous restez là-dedans. Et vous avez parlé de progrès social, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même sur ce sujet-là qui est énorme. Et le logement, comme l'éducation et d'autres choses, peuvent évidemment être une des réponses. Alors à partir de là, de toute façon, nous on a déjà des raisonnements sur l'existant. On a des locataires plus pauvres qu'ailleurs, des familles monoparentales beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs, et on a 30% de nos locataires qui ont plus de 65 ans et 10% qui ont plus de 74 ans chez nous. Et c'est des gens autonomes, hein, puisqu'ils sont encore chez nous. Et vous parliez, par exemple, dans certains territoires d'outre-mer, je pense à la Martinique. La question du vieillissement est un sujet en fait d'intérêt national, puisqu'en fait ce département, tout dépend en fait de cette capacité à faire en sorte que sa population ne fasse pas que vieillir, donc y compris qu'on y trouve une place pour les jeunes. Donc on voit bien que c'est des sujets énormes et que ça oblige déjà aujourd'hui à réfléchir, y compris des ménages qu'on a accueillis quand ils avaient 30 ans, comment on les accueille quand ils en ont 70. Et c'est notre rôle de bailleur de continuer évidemment à les accueillir. Après, il y a évidemment la question des migrations, et c'est vrai que les scénarios qu'on nous présente parfois sont quand même très naïfs sur ces sujets-là. Mais de toute façon, vous parliez d'accueil, comme de toute façon on accueille déjà très mal les gens aujourd'hui, on a une question de mutation sociétale et politique sur le sujet, pour de toute façon accueillir mieux celles et ceux qui quand même
participent à la richesse de notre pays et de notre continent européen et qui s'exilent pour des tas de raisons. Et c'est vrai que ça va s'accélérer. On a les enjeux climatiques de toute façon, et y compris les enjeux de pauvreté. Enfin, et voilà, le schéma de la migration va évidemment continuer. Et même si on développe, on améliore la situation des pays d'où partent les migrations, ça a été beaucoup dit, mais les premières migrations, c'est entre les pays africains entre eux. Et on voit bien qu'il y a des enjeux très importants. Et objectivement, et c'est ça qui est un peu délétère dans le débat actuel, c'est qu'on fait comme si ce n'était pas un sujet sur nos enjeux démographiques. Enfin, quand même, y compris notre taux de natalité, il est aussi lié à l'apport des différentes vagues migratoires. Donc, quand même, bref, je ne vais pas ouvrir ce débat-là parce que j'ai entendu des déclarations ce matin qui m'ont en plus un peu fatiguée sur le lien logement social, migrants, bref, ce n'est pas le débat. Et vous parlez de la technologie. Alors, moi, je trouve que c'est un débat très intéressant, mais je suis plutôt dans une position assez low-tech, en fait, aujourd'hui. Et alors que je ne suis pas du tout anti-technologie. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en effet, on nous vend beaucoup de solutions technologiques pour être plus sobre, plus ceci, plus cela, notamment dans la partie bâtiment. D'ailleurs, il y a une industrie qui est quand même là pour le vendre. Tout n'est pas inintéressant, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, le débat qu'on a eu notamment l'année dernière sur tous les enjeux de qualité du logement, enfin de quoi on a parlé? De refaire des courants d'air dans les logements, d'arrêter de mettre des gens sur des pignons au nord, non mais c'est ça, et de ne pas construire dans des endroits qui n'ont pas d'ensoleillement. On est vraiment revenu sur du b.a.-ba, et y compris, on a la chance d'avoir un pays avec un patrimoine très ancien, donc on voit aussi les modes constructifs d'il y a 4 siècles, d'il y a 8 siècles, et aussi de pourquoi est-ce qu'on n'a jamais construit au bord des rivières, pourquoi on se construisait face sud et tout ça. Non mais vous pouvez trouver ça un peu risible, mais c'est la réalité. Faire des courants d'air dans des logements traversants. On en est là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens très puissants qui ont pensé que depuis 15 ans, on peut vendre des logements qui ne sont pas traversants et qu'on va dire que la qualité n'a pas baissé, comme la hauteur sous plafond. Donc, on est bien loin. En fait, évidemment qu'après, il y a des tas de choses sur la technologie qui sont intéressantes, y compris sur la domotique, sur plein de trucs. Mais aujourd'hui, on en est plutôt à revenir à une pratique, on va dire, de la règle de l'art sur certains sujets, sans parler des matériaux. Alors, on a un engouement sur des écomatériaux, mais le nombre de prix qu'ont eu les dernières productions de logement social en pierre de taille, c'est d'ailleurs extraordinaire. Il y a un très beau programme, pas loin d'ici d'ailleurs, à Paris, qui a eu un prix. Mais voilà, on fait de la pierre de taille. En fait, on fait beaucoup actuellement de la terre crue et de la paille et du béton chanvre. Et ça, le béton chanvre, c'est de la technologie, mais c'est quand même basé sur du chanvre. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut absolument quand même qu'on fasse très attention à ça. Alors, je vois bien parce que dans le secteur du logement social, on est toujours partagé entre trouver les bons équipements qui vont aider la gestion de nos immeubles et de nos locataires et de ne pas se faire rouler parce qu'on va avoir des frais de maintenance et des charges qui sont ingérables et pas maîtrisables. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui avec les solutions technologiques à notre échelle. Je ne parle pas sur les grands sujets énergétiques, tout ça. C'est qu'en fait, très souvent, on nous vend des solutions, mais en réalité, personne ne sait ce que ça veut dire à 20 ans ou à 30 ans. Donc c'est un peu compliqué. Et puis moi, je vois bien, il y a beaucoup de nos locataires quand même, ils sont ravis d'avoir de la domotique et tout. Mais ce qu'ils veulent quand même, c'est un appartement qui est bien fait, où ils ont une vraie cuisine. Ah oui, il y a ça aussi. Franchement, on ne fait plus de vraie cuisine. Donc, en fait, on pense que c'est bien qu'on ait créé la cuisine, salon, salle à manger. Et après, on s'étonne que les gamins n'ont pas de place pour faire leurs devoirs. Non, mais c'est quand même ça, le monde dans lequel on est. C'est qu'on a été nuls. Et nous-mêmes, en tant que bailleurs, on n'a pas été assez exigeants. Le fait d'acheter des appartements ou de les faire, où on pense que c'est intelligent de ne plus faire de cuisine, où il n'y a pas de fenêtre par ailleurs, et on estime aux gens que c'est parce que comme ça, on a fait des chambres plus spacieuses. En fait, c'est parce qu'on a rogné sur le mètre carré qu'on avait avant par volume, par personne. Donc, je pense c'est un débat aujourd'hui qui est très, très important. Et alors, qui est un peu vicié parce que, typiquement, les nouvelles réglementations, je pense à la réglementation environnementale dite RE 2020, elle mise beaucoup sur la technologie pour réussir. C'est d'ailleurs un débat intéressant que moi j'ai eu avec des architectes qui veulent faire du sobre, du pérenne et qui veulent vraiment être dans du bas carbone et qui sont un peu meurtris par le fait que tout viendrait, le bas carbone serait fait que par la technologie. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur comment on est capable de faire avec des solutions qui ne sont pas obligatoirement les plus technologiques. Alors, paradoxalement,
On a des exemples de production de logements, notamment en territoire ultramarin. Je pense à La Réunion, mais on l'a aussi vu en Guyane. Alors, c'est aussi lié à une économie de moyens. Mais voilà, à La Réunion, on a vu un écoquartier où, en fait, on a examiné l'ensemble des courants d'air de ce quartier avec une étude de l'ADEME qui a coûté pas grand-chose au logement. Et en fait, on fait un truc bioclimatique sans aucune technologie. Il y a 1500 logements, si ce n'est plus, dans ce quartier. C'est considérable. C'est-à-dire que vous promettez à vos locataires qu'ils n'auront jamais de charge d'électricité pour un système de climatisation. Alors évidemment, ils ne se font pas que des amis, parce qu'ils empêchent aussi un marché de caper ces logements. Donc voilà, ça je pense que c'est des réflexions qu'il faut qu'on ait. C'est aussi, Emmanuel, parce que par le passé, la technologie nous a induits en erreur. Comme on est des gros mastodontes du bâtiment et qu'on a des volumes d'action assez fortes, c'est vrai que quand on fait une erreur sur telle solution, enfin vous voyez, on a tous eu dans nos patrimoines du chauffage collectif électrique au sol. On en a malheureusement encore 150 000, on les a à peu près tous enlevés parce qu'on s'est à un moment rendu compte qu'en fait ça n'allait pas, y compris en termes de charge. Et donc il faut aussi que nous on trouve des solutions qui soient vraiment pérennes et qu'on n'induise pas en erreur en fait les futurs dirigeants de nos entreprises, mais aussi les locataires une partie des locataires qui rentrent dans notre logement aujourd'hui, ils y seront dans 50 ans. Ils y seront même en 2070. Donc faut aussi que nous, on ait ça en tête plus que d'autres acteurs de l'immobilier. Alors une question peut-être qu'on vient de me transmettre à l'ancienne avec l'ordinateur complet, puisque la plaquette, ça ne s'affichait pas. Donc comme quoi la technologie, parfois, ça a des ratés aussi. Donc il faut savoir s'adapter. Dans une société qui évolue vers toujours plus d'identitaire, de force de l'identité et de moins en moins d'altérité, quel sera l'avenir de la mission d'auberge générale du logement social? D'intérêt général, oui, du logement social. Elle est pour vous, celle-là, Emmanuel Cos. Et là, vous me dites merci, je sais. C'est la dernière fois cette année qu'on se voit. Peut-être, je ne sais pas. Écoutez, moi, je pense que la mission du logement social, elle n'a pas vraiment changé depuis un siècle. Après, elle se modernise, elle s'actualise. Alors, c'est vrai qu'il y a un siècle, cette mission était très portée et en lien avec en fait le développement économique et l'accueil des populations qui quittaient les secteurs agricoles vers les villes et qui était l'accueil de la classe ouvrière, très clairement. Mais c'était pas que ça, c'était aussi d'apporter du logement de qualité à un prix encadré dans des secteurs où il n'y en avait pas. Enfin, voilà, le logement social, c'est le premier logement qui a fait des salles de bain, des toilettes privatives quand même, qui a ramené de la salubrité et tout ça. Ce que je veux dire par là, et puis c'est aussi une valeur depuis le début, c'est que c'est des entreprises qui ne font pas de dividendes, en tout cas qui réinvestissent leurs bénéfices et leurs dividendes pour construire du logement social. D'où le fait que nous avons tendance à dire, nous, que le logement social est un bien commun de la nation française. Et donc, enfin, je l'espère. Enfin, en tout cas, ma vision du logement social, c'est que ça ne doit pas changer. Parce que d'autres ont une vision du logement social un peu différente, qui est en fait qu'on titrise tout ça, qu'on va sur les marchés financiers et qu'on privatise, comme d'autres pays européens, l'ensemble du secteur du logement social. Et après, on pleure, puisque c'est notamment ce qui se passe en Allemagne ou aux Pays-Bas, où ils sont à la recherche de leur logement. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans 50 ans? Je pense que la promesse qu'on doit faire, c'est de continuer à porter cette idée d'un logement qui est en adéquation avec le revenu des habitants qui veulent y entrer et qu'on est dans une promesse aussi de durabilité et de qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que d'autres pays pensent que le logement social, ça doit être un logement pour des gens qui n'ont aucun revenu et qu'en fait, c'est simplement un sas d'une mise à l'abri. Et c'est une vision qu'on voit notamment en Grande-Bretagne, même si beaucoup d'élus sont en train de revenir dessus, où en fait le logement social a été cantonné à l'accueil des publics les plus défavorisés dans des visions de ségrégation sociale extrêmement fortes. Moi, ce n'est pas du tout ma vision. Il n'empêche que pour réussir à faire ça, ça veut dire aussi qu'on est capable d'offrir plus de logements aux gens qui en demandent. Et comme je pense qu'il y aura de moins en moins de mutations, en fait, les gens en fait, bougent de moins en moins paradoxalement dans un monde très mobile. Nous, notre public, il n'a jamais été aussi peu mobile dans le secteur du logement social. Je pense que c'est très lié à une baisse des revenus et au fait qu'ils sont évincés du marché de l'accession à la propriété. Mais donc ça veut dire que pour faire tenir ces promesses-là, ça veut dire qu'il faudra produire plus de logements sociaux ou en tout cas en avoir. Alors je ne sais pas si ce logement social de demain, ça sera exactement le même que celui d'aujourd'hui, mais en tout cas, il faudra bien avoir plus d'offres.
Et aujourd'hui, objectivement, on en est loin. Merci. J'ai 2 questions. Donc, l'une, vous l'avez peut-être un peu répondu, c'est les organismes de logement social existeraient-ils toujours dans 50 ans? À vous entendre, la réponse est oui. Oui, ma réponse est évidemment oui. Je pense que notre avenir est très lié à l'avenir de la Caisse des dépôts et consignations. Bon, elle a 200 ans, nous on a 100 ans. Donc oui, après, ça dépend aussi des choix politiques qui sont faits. Hein. Si demain, un gouvernement souhaite privatiser le logement social et le titriser, comme l'ont fait d'autres pays, il peut le faire. Je ne suis pas sûre en tout cas, le boulot de l'USH, c'est aussi de travailler à créer, à maintenir un terreau de soutien dans l'ensemble de la société française pour le faire. Après, on l'oublie parfois, mais quand même, on dit qu'un Français sur 2 a vécu ou vit dans le logement social en France. C'est 20% des résidences principales, donc on est quand même sur une histoire un peu particulière. Mais c'est vrai qu'économiquement, d'ailleurs, d'anciens ministres du logement le voulaient. Il y avait un fantasme, il y a 5 millions de logements, pourquoi on peut en vendre 2 ou 3, comme ça après on refait du cash et vous allez refaire du logement. Moi, mon fantasme, c'est plutôt qu'on passe de 5, 6 à 10 millions. Hein. Voilà, je suis dans une vision assez expansionniste, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il faut qu'on développe l'offre globale et qu'on la garde sous un modèle locatif et d'intérêt général, c'est-à-dire que il y a des sociétés privées, il y a des sociétés privées dans le secteur HLM, mais leurs dividendes sont normalement réutilisés à l'activité du logement social, et ça me semble essentiel. Mais peut-être que les évolutions, celles dont on vient de parler, celles qu'on ne connaît pas encore mais qui se feront jour, amèneront peut-être le logement social à s'élargir à d'autres activités demain par nécessité ou pour répondre aux nouveaux besoins. Alors sur les activités, d'une part, on va certainement faire plus de services. Mais on le fait déjà, mais certainement, de toute façon avec le vieillissement de la population, mais pas que. Il y a la partie vieillissement, mais il y a aussi la question des inégalités. Je sais que des bailleurs réfléchissent beaucoup à la question de l'insertion professionnelle de leurs locataires, à comment on amène la formation jusqu'à des locataires qui sont dans des quartiers un peu enclavés, un peu éloignés d'un certain nombre de sujets. Par ailleurs, dans le logement social, on a des publics très précarisés. Et en soi, la question, c'est pas juste de les loger, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire de l'insertion avec eux économique, voilà, au long cours, sur des décennies. Donc je pense qu'il y a la question du service. Et puis il y a une autre chose, c'est que je pense que les bailleurs, alors en même temps pour survivre dans un monde immobilier très concurrentiel, mais aussi pour se moderniser, une mutation, c'est qu'on on va pas juste être que bailleur. En fait, aujourd'hui, on est aménageur. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse tout dans le secteur immobilier parce que je pense qu'il y a des secteurs où on ne doit pas aller. Mais par contre, être aménageur, être un outil au service des territoires pour les aider dans leur mutation, ça oui, il faut qu'on le fasse. Travailler plus sur la reprise de l'habitat privé, là où on est présent aussi. Après, il faut faire aussi attention à ceux qui pensent que le logement social répond à tout et fait tout. En fait, c'est pas vrai. 2, c'est la meilleure façon de nous mettre en difficulté, c'est de demander tout au logement social et jamais rien à la sphère privée, qui a beaucoup plus d'argent que nous, qui fait des marges à 2 chiffres quand nous on n'en fait pas, et qui ne loge jamais le travailleur essentiel qui gagne le SMIC. Donc voilà, je pense que de temps en temps, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup. François de Jouvenel, vous vouliez dire un mot. Alors c'était pour faire le rabat-joie, moi. Mais je peux ? Non, moi, j'y connais pas grand-chose au logement social, mais je voulais juste te dire, par contre, qu'il y avait un paramètre quand même à prendre en compte aussi, c'était la soutenabilité de la dette publique. Et que là, on a un petit enjeu quand même dans les années à venir, et donc le logement, ça peut faire miroiter quand même pas mal. Il y a de l'argent, je veux dire, à gagner un petit peu sur le logement peut-être, si jamais on a besoin d'argent public frais. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Alors là, vous allez ouvrir un autre débat qui va nous prendre 2 heures. Je ne dis pas qu'il faut le faire. D'une part, François a tout à fait raison de poser la question, parce que la question de la dette, y compris d'un point de vue écologiste, elle est extrêmement essentielle sur le monde à venir. Après, je pense qu'après, on peut discuter d'une part de c'est quoi la dette publique, c'est quoi notre dette. Parce que nos 140 milliards d'encours à la Caisse des dépôts, c'est une dette très particulière, assise sur les fonds d'épargne. Donc, après, on peut en discuter. Par ailleurs, c'est quoi l'argent public aujourd'hui dans le logement social ? Non, mais combien ? C'est combien, en fait ? Vraiment, de l'argent qui vient de l'État, là, dans le budget 2023, vous savez ? En gros, c'est 0 sur les aides à la pierre, c'est pas de l'argent de l'État. C'est 200 millions qui sont en fait nos marges de manœuvre non consommées d'il y a 7 ans, qui vont être mis sur la rénovation.
Et c'est de la TVA, donc c'est de la TVA réduite, donc de la recette moindre, mais ce n'est pas de l'argent envoyé. Donc, et après, en fait, tout le reste du secteur, c'est nos cotisations que l'État utilise pour nous financer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire par ailleurs très attention, parce que après, on a en effet des facilités de TVA comme d'autres secteurs, mais il faut qu'on fasse très attention sur l'idée qu'en gros, le modèle du logement social, ça serait un modèle qui porte la dette publique, alors qu'aujourd'hui, on est contributeur puisque nous versons 1,3 milliard au budget de l'État depuis 5 ans. Donc je pense toujours important de le dire, même si par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des années où l'État était très contributeur au logement social, et nous-mêmes, nous participions à une partie de nos activités, mais par exemple, nous ne financions pas nos aides à la pierre. C'est plus le cas depuis quelques années. Merci. Bon, d'accord, je suis convaincu. Ah, bravo. Il va être l'heure de clore cette séquence. Je vous redonnerai la parole, Emmanuel Cos, pour un tout petit mot à l'issue. Mais d'abord, on va regarder un film, le premier épisode de Versus AFPOLS, 50 ans, qui a été tourné. Vous allez sûrement retrouver un certain nombre d'entre vous dans la salle, dans ce film qui a été fait à l'occasion du dernier congrès HLM. Oh, les deux. Ça dépend de la démographie, mais il faudra réhabiliter, mais aussi construire. Donc je pense qu'on fera les deux. Ça ne changera pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. J'oserais dire les deux. Ah, j'aurais tendance à dire les deux, mais quand même réhabilitation. Je dirais réhabilitation, mais je ne voudrais pas avoir un jugement trop fermé. Les deux, parce qu'il faut utiliser ce que nous-mêmes et nos ancêtres avons construit, mais en même temps, il faut s'adapter pour être capable de répondre aux attentes de notre public. Bon débat, mais alors sous l'angle financier ou sous l'angle... Si on construit beaucoup aujourd'hui, c'est pas tant parce que la population se développe, mais c'est parce que les tailles des noyaux familiaux deviennent de plus en plus petits. Il y a de la décohabitation, il y a des personnes âgées qui vivent de plus en plus longtemps seules. Voilà, on a besoin de logements aussi pour ça. Parce qu'en réalité, dans 50 ans, on continuera à construire. On ne va jamais tout réhabiliter. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'effondrer. Peut-être qu'on fera de la construction sur des ruines, peut-être qu'on fera des choses encore nouvelles. Ce qui est important, c'est d'essayer d'être économe et sobre dans ce qu'on va faire. J'aurais dit destruction et une reconstruction complètement différente de ce qu'on connaît. Parce qu'on ne peut pas rénover à l'infini. Et si on veut passer vraiment dans de nouvelles générations de produits, de construction, de bâtiments, de façon d'habiter, il va falloir en passer par de mon point de vue, des déconstructions et des reconstructions d'une nouvelle génération. Construction, réhabilitation, le sujet c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins et qu'on n'abîme pas non plus l'environnement dans lequel on est. On va déshabiller tous les immeubles et les réhabiller avec des belles façades magnifiques, pas un gramme de béton à renouveler. On est dans le juste faire, on est dans le nouvel habitat, on est dans l'habitat qui fait rêver nos enfants, tout simplement. C'est bien ça ? Refroidissement. Je suis un optimiste. Un réchauffement climatique. Refroidissement. Un réchauffement. Refroidissement, là, parti comme ça ne peut plus aller que dans ce sens-là, en fait. La juste température, t'as froid, t'as chaud, t'as froid, t'es au chaud et vice-versa. Malheureusement, on peut craindre réchauffement. Mais alors, un bon réchauffement. Et je pense que l'AFPOL sera amené à clairement revoir son catalogue. C'est-à-dire que je pense que les formateurs devront s'adapter et les problématiques des bailleurs seront tout autres. On va avoir une autre séquence qui va s'annoncer. Et puis un nouveau monde qui s'est créé. Les organismes HLM auront très bien travaillé, isolé tout leur parc, permis à la ville de s'améliorer. J'espère aujourd'hui en 2070, c'est ça, bien, que nous avons su juguler en tout cas la montée des températures et que nous sommes devenus beaucoup plus sobres
dans l'exploitation des ressources naturelles. Énergie renouvelable. Oh, bien sûr, énergie renouvelable. Forcément renouvelable, bien entendu, il n'y aura plus d'énergie fossile, mais on en découvre toujours encore un peu, mais bon, j'espère quand même qu'enfin on va basculer. Renouvelable, parce qu'on a enfin compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir survivre. On cherche aujourd'hui des solutions pour se renouveler en permanence. On est dans l'amélioration continue, à l'AFPOL c'est en formation, donc renouvelable. Sachant que le recours aux énergies fossiles était un passage obligé pour le progrès de l'humanité. Une énergie qui enfin, je sais pas, une entropie expansive voilà, entropie expansive. Voilà. Là, l'énergie fossile, je pense que je suis un des derniers à pouvoir en parler parce qu'il y en aura bientôt plus. Renouvelable, ça va sans dire, parce que bon, on est qu'au début, je pense qu'on est qu'aux prémices de tout ça. Et on a tellement de pistes à explorer dans ce domaine-là que moi, énergie renouvelable à 200%. Renouvelable, franchement, là, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est en hommage à Emmanuel Cos, mais probablement aux efforts qui sont faits par tout le monde aujourd'hui pour aller dans ce sens-là. Dans 50 ans, mais comme aujourd'hui, ça sera évidemment énergie renouvelable. Il faut absolument qu'on supprime notre utilisation d'énergie fossile et surtout qu'on utilise des énergies qui en fait se renouvellent constamment et qui en fait arrivent par le vent, par l'eau, par le soleil et qui donc évitent en fait d'abîmer la Terre, d'abîmer la planète. Donc maintenant, il faut qu'on apprenne, parce que ce qui est très dur, c'est qu'on n'est pas des spécialistes des énergies renouvelables et il faut qu'on apprenne à comment faire mieux, les développer, les consommer différemment. Végétal, bien sûr. Végétal, bien évidemment. Bitume, on l'a bien assez fait. On aura toujours besoin de structures, bien que j'ai l'espoir que le végétal prenne le pas et que nous nous déplacions un jour en voiture volante. Il y aura toujours un peu de bitume, mais on peut construire avec beaucoup moins de matières fossiles et beaucoup plus de matières végétales, et y compris de construire pour le durable. Végétal, absolument. Végétal, avec un respect, une harmonie entre les hommes, la nature. De toute façon, on ne se déplacera plus, il n'y aura plus d'énergie fossile. Donc ça sera très bien. Et on remplacera les autoroutes par des pelouses et des arbres fruitiers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'appelle Karen. J'ai le droit à un joker, j'appelle Karen. Ah, ce sera plus du tout le monde qu'on connaît. Hein. Là, ce sera un nouveau monde. Je ne comprends même pas la question, mais... Ou végétal? Bah végétal, attends. On va le faire à deux si vous voulez Attends, bien. transition, carbone, enfin voilà. Le jour où on aura inventé le bitume végétal, ça sera du bonheur. Végétal, mais alors des feuilles, tu vois, peintes en blanc, comme ça renvoie la lumière solaire et ça permet à la forêt d'être très fraîche. Vélo électrique, je l'ai essayé et je me suis dit que je pourrais faire du vélo jusqu'à 150 ans. Pour mes vacances, vélo électrique, mais sinon le reste de l'année, vélo musculaire, 2 fois par semaine au moins. Vélo musculaire, parce que quand on essaye une fois le vélo électrique, on peut plus s'en passer. Et ça a été mon cas et je regrette. Musculaire, parce que ça fait toujours du bien de faire du sport. Vélo musculaire, même si je pense que le vélo électrique prend beaucoup de place, vélo musculaire, c'est avoir une bonne santé, c'est la garantie de durer plus longtemps et on sait qu'on a besoin de durer longtemps. L'assistance électrique peut être sympa aussi. Hein. Ça permet de plus se concentrer sur le paysage et de moins souffrir. Donc je pense un peu des deux. Vélo qui vole, évidemment. Quelle question. Bon alors, plutôt de l'optimisme pour les participants. Hein. Merci à vous trois pour cette intervention. Et puis peut-être un dernier mot, Emmanuel Cos, pour vous, pour clore cette séquence, sachant que tous les enjeux qui se posent aux bailleurs, c'est aussi des enjeux qui vont se répercuter sur l'AFPOL, qui a vocation à former les bailleurs à leur quotidien et à leurs problématiques. Donc un mot de conclusion pour vous sur cette séquence. Très bien, merci. Bon, déjà, Franck, on arrête les vidéos en plein congrès. Tu as vu les... C'est un peu fou. Et oui, j'ai oublié la géothermie dans les énergies renouvelables. C'est très mauvais. Moi, je voulais simplement, tout d'abord, vous remercier. Quand je dis vous, c'est évidemment Franck, c'est évidemment Cathy en tant que présidente, les administrateurs, et puis l'ensemble des formateurs. Je veux vous remercier parce qu'en fait, la solidité du secteur HLM et comment on s'améliore tous les jours, c'est en partie grâce à vous. J'espère que vous en êtes conscient du nombre de personnes que vous formez. Hein. Vous formez une grande partie des salariés du secteur HLM.
Et vous changez aussi la vie pour une partie de ces salariés, hein, y compris les formations diplômantes. Moi, ce qui est fait sur les gardiens d'immeubles et sur d'autres formations, sur les chargés d'opération, sur la gestion locative, je sais que d'autres organismes de formation le font, mais enfin, personne ne le fait comme l'AFPOLS. Parce qu'en fait, vous connaissez notre secteur professionnel, vous en venez ou vous y travaillez depuis longtemps, vous voyez aussi ces mutations. Et il y a aussi des endroits où, lorsque vous intervenez, vous permettez aussi à des bailleurs de muter, d'évoluer. C'est-à-dire que vous êtes quand même un acteur du changement, parfois dans des organismes qui n'ont pas vu que le temps passait, si je reste polie. Et nous, on le fait d'un point de vue d'expertise professionnelle et en tant que fédération professionnelle. Vous le faites en tant que formateur. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, ce que vous observez, vous, ce que vous développez, c'est aussi très en lien avec les sujets qu'on essaie de porter. Mais franchement, vous êtes au-delà de vos compétences. L'AFPOLS a une utilité très forte pour l'avenir en fait, du logement social et du secteur HLM. Et c'est pour ça que nous, en tout cas à l'USH, on est très attachés à notre filiale. Et pas simplement parce qu'elle fait des chiffres qu'elle n'a jamais réalisés. Non, mais par ailleurs, c'est formidable parce qu'au moment du Covid, on s'est évidemment extrêmement inquiétés tous de la capacité d'un organisme de formation de faire face économiquement à la situation. Et on voit qu'en fait, en 2 ans, il s'est passé des choses extraordinaires. Il y a aussi le fait que vous nous présentez, vous nous poussez aussi à avancer sur certains sujets. Demain, Cathy interviendra en COMEX de l'Union pour quand même présenter des sujets sur lesquels on avance avec l'AFPOLS. Et donc, c'est extrêmement important que vous puissiez continuer, que ce travail se fasse de cette meilleure façon et aussi qu'on garde à l'esprit que dans le secteur HLM, il y a des parcours professionnels où des gens ont vraiment démarré un emploi sans qualification et vont vraiment évoluer au long de leur carrière. On offre encore ça aujourd'hui. Moi, j'y tiens beaucoup parce que je pense que ça explique aussi de la particularité de notre secteur professionnel et de l'attachement d'une partie des salariés à ce secteur. Et donc, c'est aussi très lié en fait à la qualité de la formation qu'ils reçoivent tout au long de leur carrière. Donc, merci, continuez. Je vous dis pas dans 50 ans, on sera aucun d'entre, enfin, s'il y a quelques très jeunes, mais bon, on sera tous pas là, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, j'espère qu'on lèguera des choses très fortes pour les générations à venir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci François Jouvenel, Gérard Mermet, Emmanuel Cos. Une petite pause et la suite des festivités.